On va ouvrir donc notre séance. Merci à vous d'être venus ce soir. Je voudrais d'abord saluer particulièrement quelques nouveaux membres du Conseil de développement. Il y en a un certain nombre qui sont en train de nous rejoindre. Donc j'ai pas encore tous les noms en tête, mais en tout cas, je suis heureux de les accueillir et de les saluer en votre nom à tous. Pour cette première occasion pour eux de participer à nos travaux. Donc ce soir, on reçoit le président Olivier Labou, président de l'université de Nantes. Depuis que le conseil existe, tous les présidents d'université sont venus devant le conseil de développement à différents moments, présenter ou les projets ou l'université elle-même. Donc vous perpétuez une tradition, on en est très heureux. Et c'est d'autant plus important qu'on attend de votre part des éclairages ce soir sur la synergie entre les universités des deux régions, Bretagne et Pays de la Loire, au travers d'un projet qui s'appelle UBL+. UBL voulant dire Université Bretagne-Loire. Ce projet fédère les universités, les grandes écoles, les centres de recherche. Il est fondé sur l'avenir. Il est fondé sur le fait que, à l'avenir, ce sont les croisements et la transdisciplinarité qui seront, semble-t-il, les piliers du développement. C'est un grand projet de type fédéral qui vient à point nommé pour la candidature aux appels à projets dans le cadre du deuxième programme national investissement pour l'avenir. Le premier appel à projet, qui date d'il y a 3-4 ans, avait abouti sur des résultats mitigés, on va dire, pour l'Ouest. Les leçons de ce premier tour, de ce passé récent, ont été tirées, et la démarche qui s'engage en 2015 est porteuse d'une nouvelle dynamique. Ce projet UBL est largement soutenu par l'ensemble des collectivités des deux régions, mais aussi par les acteurs économiques, les grands opérateurs scientifiques, et y compris par divers établissements internationaux, notamment aux États-Unis et au Québec. C'est une démarche originale, qui a besoin d'être mieux connue pour être mieux encouragée, et c'est ce qu'on attend de votre part ce soir. Elle témoigne en tout cas de la part que peuvent prendre les universités, les universitaires, dans le développement du territoire et dans son attractivité. Et il y a parmi les participants de ce soir un certain nombre d'universitaires, anciens, émérites pour un certain nombre d'entre eux, et même des jeunes. Donc on vous écoute, en tout cas on vous remercie d'être là ce soir et on vous écoute très attentivement. Bon, eh bien, merci pour ces mots. Je crois que tout est dit. Je vais pouvoir m'en aller parce que c'est très très bien résumé. Merci de m'accueillir ce soir. Pour faire simple, j'en avais envie. J'en avais envie parce qu'il se passe des choses assez extraordinaires sur notre territoire et il faut le partager. Partager parce qu'il y a des enjeux de développement, mais aussi parce que si les citoyens ne comprennent pas ce qui se passe, alors que ça dépasse largement tout ce qu'on a connu, même on tourne des pages d'histoire entières, vous le verrez tout à l'heure, ce serait vraiment dommageable pour le territoire. Donc on ne parle pas d'aménagement de territoire. Ma conclusion va être celle-ci. L'université est un acteur des politiques publiques. C'est le message que je voudrais faire passer et je vais prendre une illustration. Je vais m'asseoir de manière à ne pas vous gêner quant à la présentation. Je vais présenter les choses en 3 parties. La première, c'est vous rappeler non pas une présentation de l'université, mais davantage la place qu'a l'université aujourd'hui dans le contrat qu'elle a avec la nation. Deuxième partie, c'est quelques mots sur ce qui se construit à l'échelle interrégionale. Et enfin, quel est cet appel à projet, initiative d'excellence très particulier, pour lesquels on n'a pas eu de succès, pour le dire gentiment, et pour lesquels on va candidater d'une manière extrêmement dynamique, mais il nous faut le soutien de l'ensemble des acteurs, que le bruissement de la rue, des entreprises, des politiques, des associations du milieu culturel nous permettent de démontrer que tout le monde est derrière. Donc je vais commencer assez simplement en vous rappelant quelques éléments de l'université, parce que mes prédécesseurs l'ont fait. Ça change. Certains d'entre vous, effectivement, universitaires, vont s'y reconnaître.
J'ai également le plaisir de voir des étudiants ici qui vont retrouver certains points de vue. Je leur expliquais que selon l'auditoire et selon ce que j'avais à présenter, je présentais des prismes de l'université différents. Aujourd'hui, ça va être la place sur le territoire. Donc cette présentation générale, je vous montre d'abord mon bureau à l'américaine, sur les bords de Loire, à côté du CHU. Nous allons parler aussi des grands enjeux, et c'est là que je vais focaliser sur la place et la responsabilité d'un établissement d'enseignement supérieur public sur son écosystème. Je rappelle les 6 missions de l'université. On pense classiquement la recherche, la formation, mais il y en a bien d'autres aujourd'hui qui compliquent aussi la tâche, mais qui les rendent d'autant plus passionnantes. Il y a l'orientation et l'insertion professionnelle, la diffusion de la culture scientifique et technique, la participation à l'espace européen et donc le versant international qui se décline aussi de ce point de vue. Ce qui apparaît aujourd'hui très clairement, c'est d'abord la recherche, d'abord la formation et d'abord l'innovation. Je vais insister sur ce point, c'est-à-dire la capacité de transférer la recherche. Quelques chiffres clés. Vous voyez le nombre d'étudiants à la rentrée de septembre dernier. Nous avons eu 2000 étudiants de plus, c'est-à-dire l'équivalent de 2 lycées Clémenceau qui sont arrivés à l'université. C'est considérable. Ça pose un certain nombre de questions organisationnelles, vous pouvez l'imaginer, mais c'est aussi un élément d'attractivité parce que l'université est plus lisible, parce que la démographie du territoire est là également. Un potentiel de recherche qui est extrêmement dynamique. C'est un certain nombre d'éléments factuels qui le montrent. Le pourcentage de publications internationales référencées de haut niveau de publications par exemple, des laboratoires qui sont dans le haut du panier quand je mets classé A+. Des formations, j'ai mis le nombre de formations. Le nombre de formations n'est pas un critère, c'est la qualité de ces formations qui est intéressant. Comment on s'engage pour la réussite des étudiants, c'est important. 20 facultés et un observatoire. Quand j'étais au conseil d'administration avec certains d'entre vous au début des années 2000, je me souviens qu'il y avait des discussions sur la partition de l'université, Nantes 1, Nantes 2, Nantes 3. On voit aujourd'hui qu'on a bien fait de rester Nantes, Université de Nantes, et que ceux qui essayent de faire une seule entité ont quelquefois du mal. Un certain nombre de personnels administratifs et techniques, vous le voyez, et puis un développement international important. Un focus particulier sur l'immobilier, j'ai entendu le mot aménagement tout à l'heure. Un point très très particulier, je vais vous l'illustrer dans un instant, c'est un point important. L'immobilier au plan national, c'est 18 millions de mètres carrés pour l'enseignement supérieur et la recherche. On a une très bonne illustration sur le territoire, avec le poids de l'histoire, quelquefois, de cette répartition. En clair, et c'est un slogan que je mets souvent en avant, un habitant sur 12 travaille ou étudie tous les jours à l'université. Et s'il n'y a pas un impact fort sur une collectivité, c'est qu'on ne sait pas s'y prendre. Lorsque on organise des nouveaux cycles ou des nouveaux développements d'enseignement avec des mouvements d'estudiantins, c'est une participation qu'on ne peut pas faire tout seul, ça se fait avec la métropole bien sûr. Voilà en quelques chiffres l'université. Rien que sur ces 2 départements, regardez le nombre de sites. C'est quand même très particulier, on n'est pas sur un campus ceint de murs et fermé à l'américaine en dehors de la ville. Je me rends vendredi à Genève parce que nous avons été identifiés avec 30 universités au plan mondial comme un lien très particulier entre son université et sa métropole, avec New York, Chicago, Berkeley, Milan, Rome, Bâle, Genève, etc. Donc c'est quand même une signature aujourd'hui, au plan mondial, on a cette particularité. Sur Nantes, la Chantrerie, École Polytechnique, Carquefou avec l'IUT, le STAPS à Guimolet, le site Tertre pour sciences humaines et sociales, droit, économie, gestion, Lombarderie, sciences et techniques, qui là du coup est fermé, c'est le seul qui soit clos. Le site Joffre avec l'IUT, Loire pour santé présidence, l'île de Nantes avec la formation continue, et qui dépend de l'université de Nantes. Je rappelle des choses peut-être évidentes, mais le site de Saint-Nazaire, qui dès le début des années 67, quand ça a été créé, n'a pas fait de l'aménagement de territoire en disant on va doublonner pour être en proximité avec les étudiants. C'est bien d'être en proximité avec les étudiants, mais un vrai choix, on va le différencier. Et aujourd'hui, c'est absolument lisible au plan national. Saint-Nazaire est mis en avant pour les filières, génie civil par exemple, en lien avec Polytech, l'école polytechnique de l'université, avec la fac de sciences et l'IUT. Et ça, j'ai été invité à l'association des villes moyennes pour parler de Saint-Nazaire parce que c'est exemplaire.
C'est différent à La Roche-sur-Yon. Là, ça a été plus tardif et dans l'idée de dupliquer des formations existantes. Le dynamisme du site n'est pas là, mais on s'engage à le développer. Et puis, l'université, c'est également la formation des enseignants, lycée, collège, à Angers, au Mans, à Laval. Donc, c'est sur plusieurs villes, plusieurs départements, 110 bâtiments. C'est quelque chose, je connais des universités avec 2 bâtiments, un ancien et un neuf, c'est pas du tout la même dynamique. Et même responsabilité de territoire. Ne m'en voulez pas pour ceux qui connaissent bien, mais c'est juste un tout petit rappel sur la structuration en licence, master, doctorat. Et nous sommes en capacité d'offrir du bac plus 2 au bac plus 8. Et je prenais l'exemple de Saint-Nazaire. Sur le même site, on a la capacité de faire le développement de ce bac plus 2 à bac plus 8, avec une mise en avant aujourd'hui du doctorat comme diplôme qui doit être reconnu de plein droit sur le territoire et au sein des entreprises qui vont embaucher ces étudiants. Donc licence en 3 ans, un DUG BTS en 2 ans, licence donc en 3 ans, maîtrise en 2 ans. Hop là. Un focus particulier sur le patrimoine parce que moi j'aimerais quelquefois avoir davantage la lisibilité sur tous les bâtiments universitaires en ville. Vous seriez surpris si on pouvait mettre des gros logos comme on l'a fait pour les 50 ans de l'université en 2012, de voir que l'université est partout. Il y a des bâtiments partout. Alors on essaie de rationaliser, d'être plus efficace, tant en termes de budget que de fonctionnement, mais on a véritablement 6 campus finalement au sein de la métropole. Un schéma directeur qui est sur 15 ans. Pour une nouvelle faculté, il faut quelquefois une dizaine d'années. La fac de pharmacie, il a fallu 11 ans, c'est un peu excessif, mais il faut se projeter sur plusieurs contrats de plan État-région. Et puis un point très fort qui a été voulu de réhabilitation, notamment pour gérer les dépenses énergétiques qui sont colossales, vous pouvez l'imaginer, et de réhabitation, c'est-à-dire qu'est-ce que l'on fait à l'intérieur de ces bâtiments, qu'est-ce qu'on peut faire comme lien entre formation et recherche, qu'est-ce qu'on peut faire comme démonstration du bien vivre, que ce soit les enseignants, les personnels ou les étudiants. Une présentation assez particulière de tout ce qui est proposé. Je pense qu'il manque la musicologie, la théologie qu'on voit à Strasbourg. Bon. Le design, parce que ça ne se fait pas d'un point de vue universitaire en France, mais ailleurs dans le monde, avec un regroupement en 6 pôles. Pôle techno avec l'école polytechnique et les 3 IUT, santé, vous l'imaginez, médecine, pharmacie, on va dire dentaire, droit, économie, gestion, ça parle de soi, sciences, ça parle de soi, sciences humaines et sociales, avec 8 composantes, l'ESP, École supérieure du professeur à l'éducation, et un observatoire des sciences de l'univers. C'est quand même une composition assez forte. Vous n'avez pas beaucoup d'établissements avec cette composition. Pendant très longtemps, mes prédécesseurs sont venus dire « Nous sommes la plus grosse université pluridisciplinaire hors Paris », et c'était le slogan. Aujourd'hui, ça porte pas. D'abord parce qu'on n'est pas les plus grosses, il y a des phénomènes de fusion qui se sont opérés à Bordeaux, à Aix-Marseille, à Strasbourg et autres. Et puis c'est ce qu'on y fait, c'est ce qu'on développe, c'est le sens que l'on veut bien donner à l'action qui est beaucoup plus important que la taille. Mais c'est quand même une belle machine qui a la réputation d'être difficilement lisible. Ça change totalement aujourd'hui, je vais vous en apporter la preuve. Je vous propose de dérouler la présentation et puis de faire le jeu questions-réponses par la suite. Donc cette forme de formation, elle va être pluridisciplinaire par essence, puisque depuis 53 ans, c'est-à-dire la recréation de l'université, puisque les universités ont été pour une grande part fermées par Napoléon en 1793, pour craindre le poids des universitaires sur la société, pour faire très très simple. Et puis un focus, je développerai sur l'interdisciplinarité, des grands domaines de connaissances, une dualité difficile, c'est-à-dire la fierté d'accueillir le plus d'étudiants possible en enseignement supérieur, donc un focus sur la masse, et d'un autre côté, le fait d'être le plus précis possible pour orienter, accompagner chaque étudiant. Et là, c'est une gageure, c'est quelque chose de vraiment difficile, mais il faut arriver à faire l'un et l'autre. 36 565 étudiants, si on continue comme ça, on va arriver à 40 000 dans 2 ans. 40 000 étudiants, c'est quand même un poids considérable sur la ville, un poids économique d'ailleurs, de développement, une sorte de poumon de la ville. La recherche, ça c'est un aspect qui est extrêmement dynamique
D'ailleurs, entre parenthèses, le budget de l'État n'accompagne pas le dynamisme, hein, il est figé sur l'histoire. Bon, ça, c'est une autre histoire, on pourra en parler, mais le dynamisme de l'université, c'est 40% de surface de recherche en plus les 5 dernières années. Il n'y a pas beaucoup d'établissements qui ont cette dynamique, et c'est vraiment une vraie fierté que l'on peut avoir. Vous le savez, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'immunologie, mais dans beaucoup de domaines, c'est quelque chose qui est en train d'exploser véritablement. Vous avez dans l'encadré des codes, je ne vais pas prendre le temps de les détailler, c'est une diapositive qui peut être présentée sous différents prismes. Et puis 3 priorités, l'interdisciplinarité, on va en parler, l'internationalisation et l'interrégionalisation, c'est un peu le sujet, donc ce sont les priorités de l'établissement, avec un soutien à la recherche fondamentale, une prise de risque, puisque l'on sait très bien que les recherches sont en général nées, non pas du hasard, mais de la rencontre quelquefois de ce qui ne devait pas se rencontrer. Et puis un soutien à l'internationalisation des sciences humaines et sociales, un poids des sciences humaines et sociales sur l'établissement et une reconnaissance plus importante que nous devons avoir. Et vous comprendrez tout à l'heure un peu plus pourquoi j'insiste là-dessus. L'université ouverte à l'international, mes prédécesseurs ont présenté une diapositive équivalente, c'est-à-dire présenter la totalité ou le nombre d'échanges internationaux. C'est intéressant, mais ça n'a pas de sens. Ce qui est important, c'est non pas le nombre de contrats qu'on peut avoir, 300, 400 en l'occurrence, c'est ce qu'on y fait. Est-ce qu'on est capable d'avoir sur la formation et la recherche et voir l'innovation des liens particuliers avec des partenaires internationaux qui nous permettent de faire levier, qui nous permettent de rentrer dans la cour de ceux qui développent ces axes particuliers. J'aimerais que l'université, on puisse dire, il y a 5 axes majeurs avec 5 établissements. Bien sûr, on a des liens très particuliers qu'on peut avoir dans tel domaine de recherche. Dans le domaine des biomatériaux, par exemple, de substrats osseux, qui était le mien auparavant, il y a des travaux avec telle université à tel endroit dans le monde, ce qui est bien normal. Mais focaliser sur des vrais partenariats très forts, c'est une priorité. Voilà les échanges internationaux. C'est un peu historique, c'est peut-être petit, mais on voit aussi le poids de l'histoire, l'Asie du Sud-Est, le Maghreb, et puis des liens qui se font en grande majorité avec l'Europe. Mais ça n'est pas propre à l'université de Nantes, c'est propre à un bon nombre d'universités françaises. Je ne vais pas trop vite, ça va ? Un point qui est une vraie fierté, c'est la vie étudiante. Et si les étudiants se plaisent à Nantes, c'est parce que l'université est formidable et excellente, on est d'accord, je ne vais pas vous dire le contraire, mais c'est aussi parce que la vie nantaise est de grande qualité. Quand je dis nantaise, c'est propre aussi à La Roche-sur-Yon. La qualité de vie à La Roche-sur-Yon est vraiment, ou à Saint-Nazaire on y travaille, c'est vraiment quelque chose qui attire. Nantes a été labellisée au plan européen, Green Capital et ainsi de suite, la ville toujours dans les classements où il fait bon vivre, eh bien ça attire autant les étudiants d'ailleurs que les enseignants-chercheurs ou les chercheurs. Donc ça c'est un point. Et puis à l'ouest de la France, dans notre Grand Ouest, une vie associative qui est beaucoup plus forte qu'ailleurs. Là, ici vous avez 135 associations, je crois qu'on en a pris 12 depuis l'an dernier en plus, et un engagement sur des aspects culturels, mais aussi un engagement sur des aspects citoyens, qui est vraiment la fierté de l'université pour accompagner des jeunes en difficulté, par exemple au lycée, je prends cet exemple-là, mais il y en a bien d'autres, et ça c'est une signature aussi de l'université. Alors quels sont les grands enjeux, une fois que je vous ai donné ces chiffres et la présentation assez rapide, hein, somme toute, de l'université, quels sont les grands axes de développement de votre université finalement ? C'est d'abord l'interdisciplinarité, une structuration interrégionale, les écosystèmes d'excellence. Écosystèmes d'excellence font comprendre initiatives d'excellence. La priorité, que ce soit en recherche, en formation, c'est l'interdisciplinarité. Et je vais vous expliquer pourquoi cette interdisciplinarité. Les grandes questions qui se posent à nous aujourd'hui, pas nous universitaires, à nous citoyens, à nous la société, sont des questions qui sont complexes. Or, notre enseignement, notre formation, notre schéma mental, il est disciplinaire. Il y a une fac de sciences, une fac de médecine, une fac de droit, et ainsi de suite. Sociaux, psycho. Et les grands enjeux, le monde n'est pas disciplinaire. Donc si on veut être en capacité de répondre aux grandes questions que sont le climat, l'énergie, le transport, le vieillissement de la population, la démocratie, si on veut répondre à tous ces enjeux, la diversité, il faut absolument croiser les compétences. C'est-à-dire qu'un chercheur de sciences humaines et sociales travaille avec un chercheur de sciences dites dures.
Ça, c'est fondamental. On a l'avantage d'avoir une seule université qui a l'habitude de faire travailler ensemble ses chercheurs. Eh bien, il faut aller en avant. On pense avoir la responsabilité de répondre à ces grandes questions. J'ai cité quelques exemples de ces grandes questions, il y en a bien d'autres. Elles sont tellement complexes que personne, aujourd'hui, personne ne peut y répondre à l'aune de sa propre discipline. Donc l'interdisciplinarité, c'est la priorité. J'ai annoncé en 2012 que je souhaitais qu'on soit dans les 3 premières universités en France capables de porter, de traduire concrètement l'interdisciplinarité, ce qui ne veut pas dire que l'on met de côté le disciplinaire. On en a besoin. On a besoin de l'excellence du disciplinaire pour faire l'interdisciplinarité. Donc c'est le meilleur moyen de lever des verrous vraiment complexes, modélisation du vivant, société et culture numérique, et puis d'arriver à innover, à trouver des nouveaux sujets de recherche. Je prends par exemple la bioinformatique. Aujourd'hui, tout le monde sait à peu près ce qu'est la bioinformatique. En tout cas, tout le monde connaît le mot. C'était inimaginable il y a quelques années, il y a 15 ans, de croiser l'informatique et la biologie. Aujourd'hui, c'est une discipline à part entière et non pas entièrement à part. C'est un exemple, il y en a bien d'autres comme ça qui nous permettent de créer des nouveaux objets de recherche. Quelques exemples de ces enjeux sociétaux: sécurité alimentaire, agriculture durable, bioéconomie, ressources et matières premières, je l'ai cité tout à l'heure. Ça n'est pas récent, ce sont des enjeux qui étaient déjà mis en avant dans les années 50, mais qui aujourd'hui sont extrêmement criants. La diversité des ressources naturelles, on voit bien que de jour en jour, on se pose ces questions. Et il faut d'abord y répondre. Deuxièmement, former des futurs citoyens et professionnels, j'insiste toujours sur les deux, qui soient capables de répondre à ces enjeux. On va prendre quelques exemples ensemble. Imager, ça vaut ce que ça vaut. Il faut apporter la preuve que nous déclinons cette interdisciplinarité. Premier élément, lancement d'un appel à projet interdisciplinaire qui a eu beaucoup de succès, c'est-à-dire qu'on a demandé d'abord, d'un point de vue recherche, au laboratoire de déposer des projets qui croisent les disciplines. Ça peut être entre la philosophie, l'éthique et la santé. Ça peut être entre la physique et la chimie, ça c'est pas trop difficile. Mais ça peut être aussi entre la sociologie, la climatologie et ainsi de suite. Donc ça, c'est quelque chose qui est lancé. On soutient l'interdisciplinarité, la rencontre des laboratoires. Nous avons aujourd'hui des grands domaines où, par exemple, dans le domaine de la mer, nous avons une spécialité à Nantes très forte du droit maritime, si je fais très simple, qui peut croiser tout à fait des enjeux de biologie maritime. Donc ça, c'est la preuve que nous avançons pour développer tant la recherche que des formations qui sont aujourd'hui interdisciplinaires. Je prends une formation sur l'Europe, par exemple, qui va concerner autant l'histoire que les langues, que la sociologie. Deuxième élément pour des dentelles, quartier de la création, ce sera à la rentrée 2018 le pôle universitaire interdisciplinaire dédié aux cultures numériques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va avoir sur le même site le développement de la recherche sur le quartier de la création. Il y a des écoles, il y a Archi par exemple qui va jouxter l'université, mais l'université va apporter sa touche recherche. Et là, on va avoir la recherche tant sur la technologie du numérique que les usages du numérique. Et on sait bien aujourd'hui que les questionnements sur les usages, ils sont fondamentaux. Je parlais tout à l'heure de démocratie. Les grands groupes internationaux du web font totalement fi de nos lois nationales. C'est un vrai enjeu de démocratie, par exemple. Donc ces usages du numérique, ils vont être traités en croisement entre on va dire les sciences, l'informatique et la sociologie, par exemple, entre autres. Donc ça, c'est la puissance qu'on peut apporter sur le territoire, notre capacité à faire rencontrer sur ce site la recherche dans différents domaines, la formation, des startups, des citoyens, si on a un Fab Lab par exemple, des espaces de discussion et des étudiants. Donc c'est ça le quartier de la création dans les halles Alstom. C'est la manière de développer une priorité du territoire, priorité de la métropole sur les industries culturelles et créatives. Donc en écho avec le développement territorial, quand je rencontre la métropole pour dire comment on fait pour financer ceci, dans quel cadre et ainsi de suite, je n'ai pas l'impression d'avoir été comme on l'a connu auparavant,
d'avoir un projet et de venir demander au maire de Nantes ou au président de région un peu d'argent pour le développer. On n'est plus du tout dans ces rapports-là. On est autour de la table. Qu'est-ce que l'on peut faire ensemble pour développer le territoire, de manière à ce que le territoire rayonne parce qu'on conjugue nos efforts. Et ça, ce n'est pas une formule, c'est vraiment ce que l'on ressent au fond. Et ça a complètement changé. Et puis, c'est le développement aussi, la création d'emplois. Je pense que dans le domaine du numérique, c'est 1700 emplois créés par an. Et un développement des startups, comment on peut les accélérer, les stabiliser, parce qu'on va voir sur le même espace la recherche, la meilleure recherche, les startups, création d'emplois et tout le tissu qui va avec. Et vous en avez quelques illustrations ici. Hein, donc c'est jouer collectif sur toute la chaîne de développement. Ça, c'est un bon exemple de la place de l'université aujourd'hui telle qu'elle se développe. C'est-à-dire que nos entreprises ne pourront se développer que si elles innovent. Comment est-ce qu'elles vont innover? Elles vont innover parce que la recherche va leur permettre d'innover. Donc le rôle qui est le nôtre aujourd'hui, c'est de faire le lien entre le chercheur et l'entreprise. A contrario, l'entreprise quelquefois a besoin d'innover, il faut la faire rencontrer le chercheur. Donc ça, c'est important, et c'est pour cette raison aujourd'hui que l'université, je dis université au sens large, hein, je peux dire aussi les écoles, mais l'université en tant qu'acteur public a cette responsabilité pour s'en sortir. Pour sortir de cette crise, c'est par l'innovation. Donc il faut investir sur l'université. C'est le jeu avec les écoles, ici l'école du design. On n'a pas de design universitaire en France aujourd'hui, mais c'est ce qui nous permet d'avoir un diplôme aujourd'hui. C'est un très bon exemple d'interdisciplinarité. On a remis les diplômes il y a 15 jours entre l'école polytechnique de l'université, l'IEMN-IAE, c'est-à-dire le management universitaire, l'école du design Nantes-Atlantique et Télécom Bretagne. Nous avons remis des diplômes qui ont été préparés avec des étudiants ingénieurs et des étudiants designers. Et ben, je peux vous dire qu'en termes d'emploi, en termes de débouchés, ils n'ont pas de soucis à se faire. Il y a une forte demande de croisement de compétences de cette nature. Et si vous rajoutez du management, c'est parfait. Donc voilà les liens forts avec les établissements. J'ai mis des petits V pour les établissements qui ont des co-tutelles d'unités mixtes de recherche. Je traduis. Nos laboratoires sont des unités qui ont des tutelles CNRS, INSERM par exemple, l'université, et parfois, et ça c'est typique de Nantes, une co-tutelle entre université et école. Le laboratoire dans lequel je suis encore, c'est une co-tutelle, INSERM, université, Oniris, école Veto. Et ça c'est très particulier, 80% de nos unités mixtes de recherche sont communes avec les acteurs du territoire. On a fait le plus difficile, finalement. Et ça, c'est un jeu à la nantaise, je reprends l'expression, mais très particulier. On arrive aujourd'hui à le décliner également d'un point de vue des formations. Donc nous travaillons avec, nous avons fait un partenariat, une convention avec les Beaux-Arts, avec l'école du design, avec le CHU, la convention datait de 1973 quand même, il fallait revoir un peu les choses. Et nous continuons avec les autres établissements. Hein, donc ça, c'est Campus Nantes, c'est ce qui se développe, c'est-à-dire que de l'extérieur, on puisse se dire, il y a une intelligence collective qui fait que les étudiants peuvent trouver un terreau où ils peuvent rebondir, avoir des passerelles, des facilités, et que tous les établissements s'entendent au bénéfice des étudiants, toujours en défendant, je suis là pour ça, nos missions de service public. Un autre exemple, c'est un petit schéma, mais c'est simplement pour égayer un peu, la responsabilité du quartier hospitalo-universitaire. Je vous donne mon point de vue de président d'université. La question n'est pas le transfert de l'hôpital. La question est de savoir comment sanctuariser la signature de Nantes au plan mondial, la congruence, c'est-à-dire sur le même espace, soins, enseignement, recherche. Les meilleurs viennent à Nantes pour ça. Donc il ne s'agit pas de mettre l'hôpital où on veut. Il faut qu'il y ait, on pourrait, mais à ce moment-là, il faudrait déménager aussi les facultés et déménager les structures de recherche. Et il faut absolument que les trois soient au même endroit, c'est vital pour la signature nantaise et l'excellence de la recherche. On parle de la lisibilité de la recherche en santé sur le site de Nantes, on est sur le podium en France. Aussi parce qu'on développe la recherche clinique. En blouse, on peut passer du lit à la paillasse. Et ça, il faut le défendre bec et ongle. Je vous donne mon avis, on peut ne pas être tout à fait d'accord, mais c'est ça que je porte sur la déclinaison.
Un lien particulier parce que je voudrais en 4 diapositives vous parler des relations avec les entreprises. C'est une mission qui est aujourd'hui dévolue à l'université française, qui n'existait pas auparavant, mais c'est la capacité de trouver des débouchés pour les étudiants, c'est la capacité d'avoir des formations qui soient lisibles pour les entreprises, en clair, de développer l'emploi. Et donc ça, c'est une mission qui se développe aujourd'hui en l'espace de 2, 3, 4 ans. C'est quelque chose qui se développe beaucoup. L'autonomie, la loi de 2007, qui est une pseudo-autonomie, j'ai l'habitude de dire c'est une laisse plus longue mais un collier plus serré parce que le modèle économique n'est pas là. En revanche, ça a ouvert l'université sur son territoire et je pense que c'est une bonne chose. 4 exemples. Le lien entre les laboratoires et les entreprises, quelles qu'elles soient, et vous savez que le terreau de PME est très très fort sur le territoire, se fait par la filiale capacité de l'université. C'est 53 personnes aujourd'hui. C'est une dizaine de créations d'emplois par an, c'est 25% de chiffre d'affaires de plus tous les ans. C'est quelque chose qui fait vraiment le lien. Je suis chercheur, je ne suis pas encore en capacité de faire une start-up, mais je veux un lien avec une entreprise pour développer ceci. Ces capacités. Je suis entrepreneur, j'ai besoin d'innover dans mon domaine très particulier, capacité, mais en lien avec le laboratoire. C'est assez exemplaire cette filiale de l'université, mais ça permet de développer un bon nombre de projets, et voilà comment on le traduit. C'est aussi le poids des 1200 doctorants qui font le lien et qui sont capables d'aller dans les entreprises. Pour l'innovation technologique, ça on le comprend, mais aujourd'hui les entreprises nous disent, nous on a besoin aussi d'innovation qui soit autre que technologique, qui soit éthologique, qui soit sociologique. Ça tombe bien, on a tout sous la main et on peut vous mettre en même temps en lien avec un laboratoire de management, un laboratoire de sociologie et un laboratoire de technologie, pour faire simple. Et ça correspond vraiment à une demande des entreprises. C'est aussi la fondation de l'Université de Nantes qui est aujourd'hui en plein rebond. J'étais encore cet après-midi en entretien pour recruter un directeur ou une directrice qui permettent de développer cette fondation pour porter des projets qui ont du sens, qui sont en adéquation avec les valeurs de l'université, mais passer un cap, parce que là on a besoin d'accompagnement, non pas pour compenser le déficit de soutien de l'État, mais pour porter des projets. Je pense, à titre personnel, le soutien aux étudiants handicapés par exemple, qui n'est pas assez fort. Nous avons eu des soins esthétiques pour des femmes en chimiothérapie ou incarcérées par exemple, des choses qui ont de la valeur, mais aussi des chaires en génie civil, des chaires en banque finance et ainsi de suite. Donc ça c'est quelque chose dont vous entendrez parler parce qu'on fera de la communication là-dessus. Comment Nantes peut soutenir son université, parce que c'est son intérêt d'avoir une université qui se porte. C'est aussi le lien pour l'emploi, donc la formation des étudiants à entreprendre. Aujourd'hui, nous avons un diplôme qui permet cet apprentissage de l'entrepreneuriat avec une structuration nationale mais qui se décline au plan régional et bientôt interrégional, ce qu'on appelle le projet Pépite, qui permet de favoriser les entretiens et de sécuriser l'accompagnement des étudiants qui veulent entreprendre, soit à la fin de leurs études, soit des personnes qui étaient déjà sur le marché du travail et qui veulent reprendre leurs études. Par ce dispositif, on arrive à les accompagner. Et puis c'est la formation tout au long de la vie. J'ai l'habitude de dire que le modèle aujourd'hui est à revoir. Pourquoi? Et je suis un petit peu direct, l'ascenseur social ne marche pas comme il devrait marcher. Et deuxièmement, on n'offre pas assez une deuxième chance à ceux qui ont eu toute leur vie décidé à l'aune de leurs 20 ans. Et ça, c'est une vraie valeur que je veux porter. L'ascenseur social et cette capacité de rebond, au-delà même de se former toute sa vie parce qu'on a envie de le faire, mais de pouvoir, à 55 ans par exemple, ne pas être un poids pour l'entreprise, mais au contraire, une valeur de l'expérience et la capacité de se former pour faire autre chose. Donc c'est ça qu'on porte également pour l'établissement. Donc quelques chiffres, ne les retenez pas, je ne vous les poserai pas tout à l'heure en fin de présentation. Vous tenez le coup toujours? Très bien. Nous allons parler maintenant de non plus l'interdisciplinarité, qui se décline aussi en lien avec les entreprises qui sont interdisciplinaires par nature. Beaucoup travaillent sur lien entre santé et numérique, entre santé et biologie et ainsi de suite. On va parler de la structuration interrégionale, comme ça a été dit. Je suis obligé d'en parler puisque ça a été dit tout à l'heure. Qu'est-ce qui est en train de se passer?
En juillet 2013, une loi nous dit les établissements sont nombreux, ils doivent se regrouper. On en pense ce que l'on veut. Mon projet de candidat, c'était de travailler davantage avec Rennes. Donc je m'y retrouve. Là, on a une structuration qui fait que, en travaillant avec Rennes, on n'exclut pas les établissements qui sont soit plus petits, soit moins forts en recherche, soit excentrés géographiquement. Donc cette loi permet, sous condition, de mieux se coordonner et de ne pas être en compétition entre nous. On a tellement été en compétition avec Rennes notamment. C'est impossible de prendre quelquefois les étudiants en otage parce que un établissement a décidé de fermer telle formation pour telle ou telle raison et que les étudiants se retrouvent sans rien. Est-ce qu'on peut mieux travailler en coordination, soit pour des tout petits effectifs, soit pour des très gros effectifs par exemple? Est-ce qu'on peut être plus intelligent ensemble? Je pense que c'est un élément de la loi. Est-ce qu'on peut mieux coordonner notre recherche de manière à être plus puissant? Là aussi, répondre à des appels à projets tous ensemble et non pas un par un. Et puis, c'est un élément technique de contractualisation avec l'État, ça c'est le point de vue du ministère. Alors voilà comment ça se passe en France. Vous avez ici les regroupements, différentes natures. Je ne vais pas rentrer dans le détail, ça peut être une fusion. On n'est pas du tout sur une fusion entre Le Mans et Brest, ni entre Nantes et Rennes. Ça peut être une association, c'est-à-dire le plus petit se rattache au plus gros et c'est le plus gros qui discute avec le ministère. Ça s'appelle l'association. Et puis autrement, on crée un nouvel établissement qui va dialoguer avec le ministère, chaque établissement mettant dans le panier commun ce qu'il a envie de mettre. Mais au moins assurant la coordination de la formation, de la recherche. Voilà l'élément. Donc sur notre territoire Pays de Loire-Bretagne, les chefs d'établissement ont politiquement porté l'idée, contre les politiques, j'insiste, d'un développement sur ce périmètre interacadémique tel que le permet la loi. Donc aujourd'hui, on est le plus gros regroupement. Bon, c'est pas ça qu'on recherche. D'abord, on n'a pas le choix. On nous dit les plus grandes universités de travers le monde, c'est 7-8 000 étudiants. Ok, on est à 36 000 aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait? On découpe, on enlève, ça n'a pas de sens. Donc on n'a pas le choix de le faire, mais il faut le faire bien. Il a fallu tenir parce que les politiques n'en voulaient pas. Non pas les métropoles. Nantes, Rennes, voyez ça d'un bon œil. Le Finistère, pour des raisons d'histoire que je ne vais pas développer ici, sur la Bretagne historique, différemment. Les régions, l'une disant c'est pas possible, l'autre ne s'y retrouveront pas d'un point de vue aussi de Bretagne historique. Vous voyez, je ne tourne pas autour du pot, mais c'est comme ça qu'il a fallu présenter les choses. Et il a fallu de temps en temps mettre un bonnet rouge, de temps en temps l'enlever, enfin vous imaginez, là, c'était à cette période-là que ça s'est fait. Donc aujourd'hui, un modèle, vous voyez, qui est un gros modèle. J'étais aux États-Unis il y a 3 semaines. Je représentais l'université de Nantes. Très bien, parfait. C'est où? Où est Nantes? Là, j'ai présenté la chose et j'ai testé finalement. Voilà, je suis le représentant, je porte un projet et on est presque à 200 000 étudiants, peu importe ce chiffre-là. Je représente 160 000 étudiants à l'ouest de la France, à l'ouest de l'Europe. Je peux vous dire que l'attention n'est pas du tout la même. J'ai pu tester cette idée-là. Et c'est ce que l'on porte aujourd'hui. Bon, la géographie fait que on est sur ce périmètre. Donc, en janvier 2016, se créera l'Université Bretagne-Loire, l'UBL, qui va regrouper 7 universités, l'UBO, Brest, Rennes 1, Rennes 2, l'UBS, Vannes-Lorient, Nantes, Angers, l'Université du Maine, au Mans. Et va regrouper une quinzaine d'écoles. J'ai une quinzaine parce que les établissements se prononcent les uns après les autres pour être membres. Quinzaine d'écoles avec une signature très forte, beaucoup d'écoles d'ingénieurs sur le territoire, plus que la moyenne nationale. Et puis 5 organismes de recherche, CNRS, INRIA par exemple. Donc c'est une dynamique qui vise à mieux travailler ensemble, de manière plus intelligente. Ce sont des écoles publiques. Il y aura peut-être une exception sur une école d'agriculture qu'on n'a pas par ailleurs, mais ce sont des développements publics. C'est comme ça que ça a été voulu. Tout le monde aurait pu rentrer, mais il fallait que ce ne soit pas une coquille vide et qu'on puisse mettre en commun aussi des éléments forts et en profondeur. Donc ça, c'est ce qui va se faire à la rentrée. J'ai tout de suite, pour relaxer la position du Finistère, accepté que le siège soit à Rennes, de manière à faciliter les échanges. Brest, Nantes, c'est quelque chose de vraiment pas facile à faire. C'est toujours plaisant, mais c'est quand même très long. Donc ça, c'est l'université Bretagne-Loire.
Voici aujourd'hui les membres. Je vous ai cité les universités, les écoles. Vous les voyez, vous les connaissez certainement pas toutes, mais Télécom Bretagne et l'ENS Rennes, l'IEP Rennes, Sciences Po, Mines Nantes, Centrale Nantes, Agrocampus, Oniris. 3 petits points, donc des engagements d'établissement qui pèsent au plan de la lisibilité nationale et qui ont décidé en juillet dernier de dire on a envie de travailler ensemble, on a envie de faire mieux ce que l'on fait ensemble et on a envie d'exister davantage. 5 organismes de recherche, CNRS, IFREMER, IRD, INRIA et ANSES, potentiellement des associés, c'est-à-dire qui seront rattachés. Et là, c'est une position nationale de l'INSERM et de l'INRA, malheureusement, mais c'est une position nationale d'être associés ou partenaires et non pas membres à part entière. Et ça, on n'a pas pu faire autrement. Et les 4 CHU qui seront associés. La recherche clinique, c'est un poids considérable sur le territoire. Donc, c'est pas rien ce qui se passe sur le territoire. Vous vous souvenez qu'il y a quelques temps, les compétitions d'entraîne étaient tellement fortes qu'on n'aurait pas pu l'imaginer un seul instant. Et là, on va coopérer dans l'intérêt collectif. C'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire en quelques mois. Les apprenez pas par cœur, c'est la manière dont on va pouvoir décliner des choses que l'on ne fait pas seul. Vous avez par exemple des départements de recherche où on va calquer aussi de la formation, de l'innovation. Regardez le premier, mer et littoral. On n'a pas de faculté de mer et littoral à l'intérieur de nos établissements. Il n'y a pas d'école, de grande école mer et littoral. En revanche, on a des forces en biologie, par exemple, à Brest. On a des forces en droit maritime à Nantes. Eh bien, comment est-ce qu'on peut travailler mieux avec les instituts, les fédérations de recherche, les laboratoires sur ce sujet par une structuration interrégionale? C'est intéressant. C'est la même chose industrie du futur. On connaît nos forces ici avec l'IRT Jules Verne. Comment est-ce qu'on peut mieux travailler? C'est le cas dans le domaine de l'agroécosystème, alimentation, organisation, société et territoire. Dans tous les domaines, on crée un espace de coordination pour être plus puissant, plus lisible dans des objets qui sont des objets interdisciplinaires. Voilà comment je retombe sur mes pattes. Ce n'est plus la discipline, ce sont des objets interdisciplinaires qu'on va partager ensemble pour mieux travailler. Dans le domaine du numérique, je vous ai donné l'exemple tout à l'heure de Télécom Bretagne à Brest et de l'école polytechnique de l'université à Nantes. C'est ça qu'il faut dégager, structurer pour avoir une meilleure puissance de recherche et former des futurs professionnels capables de croiser leurs avis. Donc les plus-values de ce que va faire l'Université Bretagne-Loire, une plus-value scientifique parce que ces départements vont porter la recherche à un niveau supra, plus intéressant, une coordination, travail d'intelligence entre nous, une lisibilité internationale, j'ai pris un exemple tout à l'heure, et puis des passerelles. Je devrais même le mettre en avant. Pour moi, c'est pour l'étudiant une facilité. Je m'attache à la proximité pour la licence de manière à être proche des familles. En master, on sait qu'il y a des mobilités, mais est-ce qu'on ne peut pas être plus intelligent avec le Crous, avec les métropoles, pour que la physiologie, c'est-à-dire le gîte et le couvert, soit facilité pour la mobilité de ces étudiants? Aujourd'hui, ce n'est pas assez le cas. Voilà. Dans ce contexte, je suis dans les temps, dans ce contexte, il y a une position de l'État qui date de 2007, donc sous la mandature précédente, de focaliser les moyens là où il y a de l'ambition. Il y a 2 attitudes. Soit on dit ben, on saupoudre partout, soit on met l'argent là où il y a des projets. On en pense ce qu'on en veut, c'est la règle. Donc autant essayer de se plier à cette règle, et je sais bien que même ceux qui ne veulent pas de cette règle s'y plient dans l'application sans le dire. Donc ça, c'est la 2e vague d'investissement d'avenir, programme d'investissement d'avenir, PIA2. Peut-être que vous avez vu dans la presse, je l'ai vu, une 3e vague qui est prévue en 2017-2018. Alors, autant l'Université Bretagne-Loire, c'est UBL, là on l'a appelé, enfin je l'ai appelé, très simple, UBL+. On ne voulait pas, c'est tellement simple, mais c'est très lisible, puis ça passe bien, donc voilà le nom de code. Alors, qu'est-ce qu'une initiative d'excellence? Et ça, c'est en train de se jouer là maintenant. L'initiative d'excellence, ça a été lancée donc en 2014. C'est favoriser la structuration de l'enseignement supérieur et de la recherche dans une dynamique d'excellence. 3,1 milliards sont placés, ce sont les intérêts de ce placement qui sont répartis sur le territoire, dans un mode compétitif. Donc d'un côté, on coopère sur le site Bretagne Pays de Loire, d'un autre côté, on est en compétition avec les autres sites. Bon,
c'est comme ça, mais en tout cas, sur notre périmètre Grand Ouest, on travaille main dans la main. Qu'est-ce que c'est ce projet compétitif? C'est important de le comprendre et c'est pour cette raison que j'ai fait un focus sur le lien université-entreprise tout à l'heure. C'est la capacité de développer le territoire par l'enseignement supérieur à la recherche, et je vais mettre aussi d'abord, parce que c'est mon rôle, par l'université, en lien avec les acteurs socio-économiques. Et je rappelle, je dis peut-être une évidence, l'innovation procède de la recherche notamment académique. C'est ça qui est important. J'ai rencontré un chef d'entreprise qui fabrique des tuyaux de plomberie en PVC souterrain. Il est en concurrence, 200 employés, en concurrence directe avec ce qui se fait en Chine. Il doit fermer son entreprise parce qu'il est produit de manière plus dispendieuse. Et puis, il s'est rendu compte que quand ces tuyaux en PVC étaient sous terre, on ne savait pas où ils étaient quand il y avait des travaux à refaire. Et que c'était vraiment difficile. Lien avec un laboratoire, je fais très simple, une petite puce RFID à l'intérieur ou à l'extérieur. Ils ont développé un système pour savoir au centimètre près où était le tuyau, et l'entreprise a gardé ses 200 salariés. Vous voyez, c'est un exemple, je trouve, assez criant, un entrepreneur de Grenoble qui, en lien avec l'enseignement supérieur et l'université, a su préserver son emploi, parce qu'il a su se différencier. Donc cet IDEX, Initiative d'excellence, se caractérise par une recherche partenariale avec le monde socio-économique, le développement de l'entrepreneuriat et des formations professionnelles initiales et continues. Nous avons la chance d'avoir un premier succès à cette deuxième vague, c'est Nantech. Nantech, vous avez peut-être parlé ici, le développement du lien entre l'excellence de la recherche, les startups et donc la création d'emplois. C'est comme ça que Nantes et Rennes, d'ailleurs, ont été labellisés. 9 autres sites ont été labellisés en France. C'est comment est-ce que l'État met de l'argent là où on crée de l'emploi, tout en mettant en avant le développement de l'excellence de la recherche, notamment universitaire. C'est ça, l'investissement d'avenir. Alors cette carte, je la présente toujours parce que vous avez des petits cubes, regardez simplement la densité, qui vous montre que depuis 30 ans, à l'ouest de, on va dire, Bordeaux-Lille, nous sommes dans un état de paupérisation avéré. Si je superpose l'implantation des organismes de recherche, CNRS, INSERM, par exemple, ici, vous trouverez une certaine pauvreté par rapport à ce qui se fait à Montpellier ou à Grenoble. En termes de puissance de recherche, Nantes plus Rennes, c'est plus petit que Grenoble, c'est plus petit que Montpellier. Donc si on ne se bouge pas, si vous permettez l'expression, si on n'est pas capable de travailler ensemble, eh bien on va rester comme ça. Et là, on a eu 2 échecs à l'IDEX. On fait le pari, en tout cas on mouille la chemise, là aussi, pour avoir un succès, peut-être l'argent placé, mais surtout la reconnaissance de la qualité de notre travail. Donc c'est ça l'enjeu, c'est la reconnaissance de l'excellence de ce qui est mis en avant. Alors on a quelques succès, mais qui ne sont pas des initiatives d'excellence, qui donnent une vraie lisibilité. Je ne rentre pas dans les détails, je vous présenterai la diapositive un instant. Mais voilà, il faut jouer différent, il faut jouer collectif de manière à pouvoir s'en sortir. Dans ce Grand Ouest, on est passé à côté, il faut absolument y arriver. Donc UBL+, vous voyez le sous-titre, c'est travailler sur la transdisciplinarité pour la société. Je vous ai parlé du disciplinaire, vous le connaissez, certains d'entre vous l'ont vécu au cours de leur carrière. Les étudiants le connaissent aussi au cours de leur formation. L'interdisciplinaire, c'est croiser les disciplines sur certains objets. La transdisciplinarité, c'est quoi? C'est la capacité d'un chercheur à connaître les frontières de sa discipline. Et pour connaître les frontières d'une discipline, il faut être excellent. Mais non seulement les connaître, mais à les transgresser, aller au-delà de celle-ci. Donc c'est la rencontre de 2 chercheurs ou plusieurs, au-delà de leur discipline, auxquels on donne un enjeu sociétal majeur. Voilà une question sur le climat. Allez au-delà de vos disciplines, parce que les migrations climatiques, les migrations de population, c'est lié au climat, mais ce n'est pas le climatologue qui va y répondre, par exemple. L'alimentation, le diététicien va vous dire il faut tant de calories par personne. L'économiste va vous dire il faut sur les marchés tant de silos de blé pour maintenir le cours. Vous allez avoir l'agriculteur qui va dire moi je veux produire d'une manière intensive, pas intensive, voilà. Vous avez l'écologiste qui va parler
du bio. Vous avez différents prismes d'approche d'une même question sur le droit alimentaire, par exemple. Et donc, comment est-ce qu'on est capable de créer des nouveaux objets en croisant les compétences? Donc, la conviction, c'est que avec cette initiative, on peut créer un nouveau modèle d'université qui est plus global et qui est fédéral. J'insiste beaucoup sur ce mot fédéral. Notre développement de regroupement, qui est le berceau du dossier IDEX, est un modèle fédéral où chaque établissement reste l'établissement. L'Université de Nantes restera l'Université de Nantes. Donc comment est-ce que l'on peut mieux travailler ensemble pour défendre notre capacité à répondre à des grands enjeux de société que je vais vous présenter dans un instant. Ce sont ces grands enjeux qui motivent cette réorganisation. Comment on peut participer à ce débat et apporter des réponses? Nous avons demandé 700 millions d'euros, mais nous n'aurons pas 700 millions d'euros, ce sont les intérêts placés à 2,94%, et donc ça fait 17,5 millions d'euros. C'est beaucoup et c'est peu. C'est peu parce que réparti sur le territoire, ça ne fait pas beaucoup. Ce serait plus facile si c'était que pour l'Université de Nantes, on est d'accord. Mais c'est ainsi, et c'est pour cette raison que je dis qu'on demande davantage la reconnaissance et l'effet d'entraînement que la focalisation des moyens en un seul site. Voilà les succès de la première vague. Dans différents domaines, on a des succès qui sont des succès que vous connaissez peut-être un petit peu plus. L'IRT Jules Verne, sur les technologies avancées de production, on dit souvent matériaux, mais c'est l'usine du futur. On en parle quand même sur le territoire. Des laboratoires d'excellence, les LabEx, les Equipex, dans le domaine de la santé, dans le domaine de la formation, dans différents domaines. Sur Bretagne, Pays de Loire, on a été relativement bien pourvus. Et par exemple, les LabEx, les laboratoires d'excellence en mathématiques, eh bien, c'est Rennes et Nantes. La mer, c'est Brest et Nantes. Et ainsi de suite. C'est-à-dire que par l'argent qui a été donné sur ces laboratoires d'excellence, on a pu développer déjà l'interrégionalité. Et c'est fort de ce constat qu'on a dit c'est comme ça que l'on doit travailler, c'est entre la Bretagne et les Pays de la Loire. Voilà pour résumer le concept. Nous nous sommes dit, il est de notre responsabilité, universités, grandes écoles, organismes de recherche, de répondre aux grands enjeux de la planète. Rien que ça. Ça vous paraît peut-être ambitieux, mais les voilà les grands enjeux. Démocratie, et les événements du début d'année nous montrent à quel point il faut en parler. L'anticipation, la diversité, les ressources naturelles, les transitions. Transition, c'est par exemple la transition numérique. Mesurer par exemple que les taxis Uber, vous en avez entendu parler, avec votre téléphone, voilà. Ça n'est que le début. Ça va impacter tous les services, peut-être même la formation. C'est-à-dire qu'on bouscule complètement nos organisations, également entrepreneuriales, avec cette vague du numérique qui change absolument tout, on n'en est qu'au début. Donc l'Uber Société, c'est peut-être demain matin, et autrefois on disait dans 20 ans ça sera changé, c'est peut-être dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans. Donc toutes ces questions, on se les pose, et on a la responsabilité de pouvoir participer à ceci. Donc on s'appuie sur nos forces, sur la partie gauche de la diapositive, pour avoir cette approche transdisciplinaire, internationaliser et rendre lisibles ces offres de formation et de recherche, et puis accélérer le transfert. En France, on sait faire des startups. Très bien, mieux qu'ailleurs. En revanche, ce qu'on appelle la vallée de la mort, c'est-à-dire, je fais très simple, la manière de consolider la chose pour passer à une étape supérieure, c'est quelque chose qu'on sait moins bien faire. Donc comment est-ce qu'on peut accélérer et s'inspirer de ce qui marche? Alors voici les 5 axes, les enjeux globaux que vous retrouvez ici en rouge, enfin en blanc sur fond rouge. Et voilà les 5 axes qui sont des axes de recherche. Vous voyez que ce n'est pas une discipline, c'est au-delà même de l'interdisciplinarité, ce sont des vraies questions qui sont adaptées au territoire. Premier, océan, interface terre-mer et société en transition. Vous avez par exemple une élévation du niveau de la mer. Eh bien, il y a beaucoup d'endroits dans le monde où il n'y aura plus d'habitation. Vous voyez, ce n'est pas simplement une question de température de l'eau. C'est une vraie question de société. Je prends que cet exemple-là. L'homme au cœur de la société numérique. J'ai pris un exemple il y a quelques instants. Thérapie du futur et qualité de vie. Et là, on voit bien que ce n'est pas qu'un problème de médecine. C'est un problème de santé, de bien-être. Vous avez aujourd'hui la capacité de faire des diagnostics prédictifs.
vous avez 24 ans, je ne sais pas, 22 ans, eh bien, je peux vous dire que vous allez avoir un risque très fort d'avoir tel type de diabète dans telle année. Ou on pourra dire, vous risquez d'avoir le cancer du sein. Aujourd'hui, c'est 11% des populations. Ben, on pourra vous le dire. Bon, vous dites, d'accord, mais à ce moment-là, se posent des questions, par exemple, assurantielles. Est-ce qu'un assureur qui a cette information, peut-être par hasard ou pas, va vous assurer de la même manière? Non. Le vieillissement de la population, on va avoir plus 6 mois tous les ans. On va avoir des populations, des regroupements familiaux qu'on n'avait pas auparavant. Ça pose des questions dans tous les domaines. Construction durable de l'aliment de demain. Il faut quand même déjà s'habituer à manger des insectes, puisqu'on ne pourra plus produire assez pour la population de 2050. Quand on sera 11 milliards sur Terre, comment va-t-on faire? Naissance et vie des matériaux et des structures. Ça, c'est adapté au territoire. Notamment, on peut parler des énergies marines renouvelables. Et là, on voit bien qu'on n'est pas simplement dans la texture du matériau pour savoir s'il va se dégrader. On a aussi des éléments d'énergie, de conservation d'énergie, et ainsi de suite. Vous voyez, c'est une belle ambition quand même de pouvoir répondre à ces questions. Moi, ça me fait plaisir de vous en parler parce qu'on sent une vraie responsabilité de pouvoir défendre aussi. Alors, je ne vais pas vous poser simplement, il y a une vraie structuration sur le territoire où on va structurer la recherche, on va structurer la formation, l'innovation et puis la partie internationale dans tous ces domaines transdisciplinaires. C'est-à-dire le prisme de développement sera international et transdisciplinaire. C'est ça la spécificité du projet. Ce projet est largement soutenu, comme ça a été dit tout à l'heure. Au niveau international, l'Université de Californie, pourquoi? Parce que c'est une université qui est capable d'accélérer le transfert et surtout c'est un modèle fédéral. C'est un modèle fédéral. L'Université d'Arizona, pourquoi? Parce que depuis 2002, ils ont décloisonné les disciplines et ils développent tout d'un point de vue transdisciplinaire avec des écoles. Par exemple, j'ai rencontré le directeur d'une école qui travaille sur les nanotechnologies. C'est un enseignant de Sciences Po, équivalent, capable de diriger ce type d'école. J'ai vu une école de design avec justement un manager, un juriste, un ingénieur qui travaillent sur le même objet. Et puis l'Université Laval à Québec, nos cousins, parce qu'ils sont identifiés au plan mondial sur l'innovation pédagogique. Soutien scientifique avec les organismes de recherche au plus haut niveau, soutien politique des collectivités, ils ont compris leur intérêt, ils ont compris que c'était le moment d'appuyer pour développer le territoire. Soutien économique aussi, des pôles de compétitivité, des chambres de commerce et d'industrie, des PME et ainsi de suite. Et puis quelques exemples ici, vous le voyez avec les logos, mais on aurait pu en mettre beaucoup plus. Donc ça, une vraie prise de conscience qu'on ne peut s'en sortir que si on innove. Si on innove, c'est parce qu'il y a la recherche qu'on a dans les établissements d'enseignement supérieur, le plus lourd au niveau de l'université, et donc c'est là qu'il faut investir, et donc il faut défendre ce projet. Quelques exemples de partenaires stratégiques qui démontrent, je ne vais pas vous les lire, mais dire, voilà, vous pouvez, avec votre structuration Grand Ouest, Université Bretagne Loire, vous pouvez, avec ce que vous portez dans UBL+, rentrer dans un cercle mondial qui s'intéresse aux enjeux globaux de la planète. Donc on vous soutient. C'est plutôt motivant. Une compétition féroce, puisque nous serons, vous le voyez en rouge ici, nous serons en compétition... nous sommes ici avec Lille, Lorraine, Grenoble, Nice, Côte d'Azur, Montpellier, et puis aussi avec Lyon, et puis ESAM à Paris. Il devrait y avoir 3 places, peut-être 4. Et nous ne sommes pas naturellement sur le podium. Pourquoi? Parce qu'il va falloir démontrer que notre espace est un atout et non pas un inconvénient. Nous sommes les seuls à avoir un modèle fédéral pour défendre ce projet. Tous les autres sont des sites plus identifiables. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur l'UBL+. C'est un accélérateur de la valorisation et du transfert pour développer l'emploi pour nos jeunes diplômés, pour développer nos entreprises. Et puis c'est un élément d'attractivité certain dès lors qu'on peut avoir ce label. La composition de la délégation, vous voyez, est protéiforme, puisque nous avons le CNRS, le PDG de l'INRIA, c'est un organisme spécialisé dans le numérique, le président de l'IRT Jules Verne, qui est également le patron d'Airbus ici, un professeur de Rennes et moi-même. On va défendre ce projet le 20 avril devant un parterre
composite et impressionnant. Voilà. Donc voilà ce que je voulais dire de la place de l'université sur son territoire. C'est plus de l'aménagement, c'est une responsabilité pour le développer. L'université, je vous le disais en introduction, c'est aujourd'hui un acteur de politique publique. C'est un habitant sur 12. C'est aujourd'hui une ville universitaire, c'est une évidence. J'ai retrouvé des écrits d'il y a quelques années ou quelques décennies où on se posait la question. On ne se pose plus la question aujourd'hui. C'est évident. Et c'est l'université dans la cité qui participe au débat, qui participe à la production de connaissances et qui innove. Donc il n'y a pas de progrès sans production de connaissances, qu'elle soit fondamentale, appliquée. Il n'y a pas de progrès sans production de connaissances. Il n'y a pas de développement économique sans innovation. Il n'y a pas de grande métropole sans grande université. Il n'y a pas de grande université sans grande métropole. Je vous remercie de m'avoir prêté attention. Très bien, merci beaucoup. Je crois que personne n'imaginait qu'on allait refaire le monde au travers de ce grand projet, puisque c'est en quelque sorte un peu ce que vous nous avez présenté, l'ambition d'UBL+. Alors, qui se lance pour... Voilà, la première question. Bruno Dehaye. Bruno Dehaye. Merci, oui. Bonsoir, Bruno Dehaye du Conseil de développement. J'ai deux questions. Une un peu provocatrice à propos de l'UBL. Est-ce que vous avez anticipé un regroupement de Bretagne-Pays de Loire qui n'a pas lieu aujourd'hui à travers ça? Au niveau des régions, hein. Oui, des régions, de la région, bien sûr. Et puis le deuxième point, vous avez 1400 doctorants, 270 soutenances, si j'ai bien lu les chiffres. Et est-ce qu'il y a une traçabilité aval de ce que deviennent ces docteurs à l'issue de l'université? Oui. Merci pour la première question. Moi, j'avais donné ma position, j'étais pour la fusion des deux régions. Je pense que même pour une revendication identitaire, elle pouvait exister au sein d'une région un petit peu plus grande. Voilà, je donne ma position, mais position en tant que citoyen, hein. Mais aussi en tant que président d'université, je trouve que ça avait du sens. On nous parle souvent de statu quo, qui n'en est pas un. À partir du moment où les autres se sont regroupés, on pèse moins. Bretagne plus Pays de Loire, sous tous les critères, on était 3e ou 4e. À partir du moment où on reste tel que l'on est aujourd'hui, on est 11 ou 12e. Donc quand il va falloir négocier à Paris ou à Bruxelles, on ne va pas être entendu de la même manière du tout. Après, les schémas régionaux d'enseignement supérieur et d'innovation des deux régions sont différents. Les politiques sont différentes. L'investissement est vraiment fort, un peu plus fort côté Pays de la Loire. Donc dans notre construction, on a deux groupements qui vont décliner pendant quelques années, tant que c'est différent, les politiques pour avoir petit à petit une convergence. J'ajoute que intellectuellement, c'est pas trop dérangeant, en ce sens que nous luttons tous au sein des établissements contre la régionalisation de l'enseignement supérieur. Il y a un statut national et on ne voudrait pas que ce soit les subsides de la région, qu'on accepte bien volontiers avec grand plaisir, qui puissent décider de l'offre de formation ou la liberté académique, elle est là et je pense qu'il faut la préserver parce que c'est ce qui donne là aussi la puissance de la recherche. Vous voyez, je ne tourne pas autour du pot. Voilà. Ça aurait été une catastrophe, je vais jusque-là, d'avoir une fusion entre Pays de Loire et une autre région qui ne soit pas la Bretagne. Et les arrangements électoraux, ça suffit. Hein. On veut développer le territoire et on ne veut pas être à la merci de ceci. Regardez la place de l'université le lundi à 17h30 quand on apprend que peut-être on pourrait être fusionné avec Poitou-Charentes. Puis finalement ça ne se fait pas parce qu'il y a eu des coups de téléphone au plus haut niveau. À 19h on dit ça ne se fait pas. Dans la journée, il y a 2 personnes qui ont été invitées sur le plateau de Télé Nantes. Bon, ce n'est pas le plus grand plateau national ou européen, mais quand même c'est assez significatif. Le président de la CCI et le président d'université. On n'aurait jamais imaginé ça auparavant. Et pourtant c'est là qu'on a vraiment les leviers de développement. Voilà, je pense que je vais avoir répondu sur la région. Donc on a anticipé physiologiquement la différence de fonctionnement entre les deux régions. Alors sur l'aval, oui, vous avez pour les doctorants, vous avez l'école des docteurs, vous avez en fait 270 soutenances et 1400 doctorants parce que selon les disciplines, le délai de thèse n'est pas le même.
Vous avez la version dure, le délai réglementaire, c'est 3 ans. Et on ne dépasse pas, sauf 4 ans si on est salarié, pour faire simple. Et puis vous avez des disciplines, où en sciences humaines et sociales par exemple, eh c'est plus long. Le travail ne se fait pas de la même manière, c'est un travail qui est souvent un peu plus isolé, c'est un travail qui se fait d'une autre manière, et là on peut aller jusqu'à 5 ou 7 ans. Ce qui donne la différence, on ne peut pas diviser simplement. Et donc la structuration aujourd'hui telle qu'on la connaît, régionale, permet d'avoir, faire simple, une école des docteurs, une formation à autre chose que le substrat scientifique dans lequel l'étudiant travaille, formation à l'entrepreneuriat, formation à différents domaines du milieu économique aussi, de manière à bien s'insérer. Et donc il y a ce suivi des docteurs qui se fait par cette école. On va la reproduire au niveau UBL. Les écoles doctorales, il y en avait un certain nombre au Pays de Loire et un autre nombre en Bretagne. On va faire des écoles doctorales communes avec la même volonté de mieux former d'une manière aussi adaptée au terreau dans lequel va se retrouver le doctorant à sa sortie, et puis en mesurant et en accompagnant le suivi de cette insertion. C'est aussi un intérêt, puisque dans le projet, je ne vous l'ai pas montré, il y a beaucoup de détails, il y a un focus sur les alumni, donc les sorties de l'université, de manière à ce qu'ils se retrouvent. Donc c'est l'intérêt commun. Oui, alors il y avait une main dans le fond. Non, je me trompe. Vous me dites si les réponses sont trop Jean-Pierre longues. Payon. Non. Oui, alors le projet paraît effectivement fort intéressant, mais c'est vrai que nous avons connu les débats antérieurs sur Rennes et Nantes notamment, et ma question c'était dans quelle mesure le fait que le pôle central de cet futur regroupement d'universités était Rennes a été l'élément déterminant pour que cette fusion se fasse, parce qu'on a bien vu ce qui se passait pour la question régionale, dans laquelle il faut bien insister sur la responsabilité quand même de notre ministre Le Drian dans la non-fusion des deux régions, tout de même. Donc, je m'interroge quand même sur l'avenir, comment ça va fonctionner. C'est vrai que Rennes, en termes de laboratoire, etc., était plus importante, parce que le retard de Nantes, il est toujours quand même présent. On est un certain nombre à avoir travaillé sur cette histoire, effectivement, de Nantes, et comment, et vous avez bien dit, que pour pas de grande métropole sans grande université. Et il faut quand même rappeler que la création de l'université de Nantes s'était faite parce que finalement les autorités politiques à cette époque-là ont dit si vous voulez être une métropole, il faut que vous ayez quand même une université. C'est un peu comme ça que l'université de Nantes, je simplifie, mais quand même s'est développée. Bon, voilà une série de réflexions, je ne sais pas. Oui, je l'ai dit justement pour anticiper la question, ou la provoquer justement pour la voir, parce que j'aime bien cette question. Les Finistériens voulaient un développement breton, point. Ou éventuellement un développement avec la Loire-Atlantique. Voilà, très clair. Donc il y a eu beaucoup de débats pour arriver à une autre dimension. Aujourd'hui, si on avait deux regroupements, un Pays de Loire et un Breton, on serait perdant un peu pour les mêmes raisons que la région. On serait en compétition, alors qu'on fait tout déjà ensemble. La recherche, très fortement la formation. Donc il fallait donner des gages aussi aux Finistériens pour dire vous n'aurez pas à faire la route en voiture 3 heures à chaque fois, mais vous pourrez faire. Mais c'est pas si important que ça. Dans la symbolique, d'abord parce qu'on peut dire l'UBL, le siège sera à Rennes. En cas de succès pour l'IDEX, le siège sera à Nantes. Donc on peut compenser, mais si ce n'est que c'est sous réserve. C'est pas si important que ça parce que justement on est dans un modèle fédéral. Si c'était extrêmement centralisateur, s'il y avait une mise en commun, développement de diplômes, de doctorat, de master et ainsi de suite, il y aurait une grosse machine à Rennes qui aurait un poids très très fort. Alors que là, on essaie de le faire le plus léger possible dans un modèle fédéral. Je prends un exemple tel qu'on le connaît aujourd'hui déjà en Pays de Loire sur l'accompagnement au projet européen. Vous avez X personnels de l'université, il y en a 11 à Nantes, il y en a 5 à Angers et 4 au Mans, peu importe les chiffres, qui travaillent pour le compte de l'UNAM, du presse UNAM qui va disparaître. Et ça, c'est un fonctionnement intelligent, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de centralité forte, mais on travaille pour la communauté. Donc le siège, à la limite, ça aurait été un siège virtuel, on aurait quasiment pu fonctionner. Si ce n'est qu'il faut quand même
les affaires financières, un directeur général des services, accompagnement. Mais ce n'est pas une centralité forte qui aurait vraiment ancré. Moi, j'ai entendu, et je vous le livre, et comme vous n'écoutez pas, je vais vous le dire, un Finistérien dire voilà, aujourd'hui, l'université, elle est revenue à sa place antérieure, elle est revenue à Nantes. Dire ça à un Rennais. Donc les choses bougent beaucoup, hein, le dynamisme économique, démographique et universitaire et de recherche, il est plus fort ici parce qu'on a un complexe, on veut y aller et on a un jeu collectif vraiment, vraiment performant. Donc je relativise, mais il faut aussi être capable de négocier, de lâcher des choses d'emblée pour que ça se fasse, hein, sinon on sera encore à se regarder. Voilà. Hein, mais je regrette pas du tout. Gérard Potiron. Oui, l'UBL, c'est simplement Rennes et Nantes. Ça n'intègre pas Angers, Laval, Angers, Le Mans, Si, Lorient, si. L'université Bretagne Noire, c'est les 7 universités de Brest au Mans, en passant par Vannes, Lorient et Rennes 1, Rennes 2, Nantes, Angers et Le Mans. Et c'est aussi 15 écoles. 160 000 étudiants. À peu près, oui. Oui. Voilà. Non, c'est l'intérêt d'avoir une construction, un vote d'ailleurs aux élections pour les conseils, pour le président, qui soit un vote de l'ensemble des établissements, hein, qui s'y retrouvent. Oui, un nouveau membre du conseil de développement. Donc, Johan Gaillard, déjà une remarque, moi je viens de l'agrocampus ouest d'Angers, et rien que dans cette ville, il y avait 3 formations en paysage en concurrence, et en tant qu'étudiant, on ne pouvait pas passer de l'une à l'autre. Voilà. Donc il y avait l'université, il y avait l'agrocampus, donc école publique d'ingénieurs, oui. Et l'ESA, école privée d'ingénieurs. Donc voilà, 3 formations identiques où il n'y avait pas de passerelle entre les 3. Donc c'est un projet qui est plutôt assez honorable. Et puis je voulais parler, tout à l'heure vous parliez de l'ubérisation des sociétés. Donc, moi j'appelle ça plutôt la société du partage, où on voit que les doctorants, enfin les chercheurs en général, auront besoin de plus en plus de nos données individuelles pour mener leurs recherches. On voit que nos téléphones, nos montres bientôt nous localiseront, nous donneront des informations sur la santé, etc. Moi j'aurais voulu savoir c'est comment l'université, elle, va ouvrir ses données à la population. Voilà, on parle de Creative Commons, d'open source, c'est comment toutes ces recherches qui sont difficiles d'accès, qui sont difficiles à comprendre, vont être accessibles aux habitants, puis aussi aux bureaux d'études, parce que moi j'avais un bureau d'études de conseil aux collectivités, notamment sur les questions climatiques, et c'est vrai que pour avoir pour sensibiliser les élus à ces évolutions de leur territoire, la seule source qu'on avait, nous, c'était les recherches qui étaient faites actuellement. Et les données étaient très difficiles d'accès. Il fallait aller à des colloques où la compréhension, forcément, est plus difficile. Donc voilà, je voulais savoir comment l'université allait ouvrir ces données à la population en général. Voilà. Très bien. Écoutez, des questions très très précises. Hein. Vous allez dans mon sens, hein, sur Agrocampus Ouest, ESA Université. Un exemple, on s'est réparti politiquement la charge des écoles doctorales, donc qui gèrent les doctorants de l'université, non pas en proportion de la taille, mais en proportion de répartition sur le territoire, que chacun puisse avoir, par exemple sur la partie agro, c'est Agrocampus Ouest qui va piloter pour le compte de tout le monde l'école doctorale. On aurait pu se battre entre nous en disant oui, mais moi je suis plus gros, moi j'ai plus de doctorants. C'est pour donner l'état d'esprit dans lequel on le fait, et je pense que c'est vraiment un gage de pérennité. Alors sur l'Uber, moi j'ai lu un article ce week-end là-dessus, hein, sur le partage, on l'appelle comme on veut. En tout cas, ça change complètement nos engrammes de lien avec les services, avec les entreprises, avec et les différentes données. J'ai pris l'exemple tout à l'heure du quartier de la création. J'insiste un tout petit peu plus sur le fait qu'il n'y a pas que la formation, il n'y a pas que la recherche, il y a des liens directs avec différents établissements, des liens directs avec les start-upers, les accélérateurs de start-up, les étudiants et les citoyens. On veut développer un Fab Lab, on veut développer le fait que les Nantais soient en capacité de pouvoir pénétrer ce que l'on est en train de faire sur le quartier de la création. La même chose sur le quartier hospitalo-universitaire, même philosophie. Que l'on puisse avoir accès en tant que Nantais, ou citoyen si on vient de plus loin, aux données médicales, mieux comprendre comment ça se passe, mieux gérer sa santé d'une manière plus autonome, en lien avec des simulations, en lien avec les personnels de santé. C'est ça le quartier de la création et le quartier hospitalo-universitaire qui ouvre vraiment les choses. Dernier élément, dans le côté démonstrateur de l'IDEX,
Au niveau international, on travaille avec l'Université d'Arizona, on va le décliner, sur un nouveau concept au niveau du Centre international de soutenabilité, en gros développement durable, si on le traduit mal, mais bon, qui fait que la science aujourd'hui ne se produit pas par les chercheurs. La science, elle se produit par la rencontre entre chercheurs, d'accord, mais elle se produit aussi par la rencontre entre chercheurs et citoyens. Donc ce qui se fait à Phoenix, je l'ai vu, et ce qu'on va développer sur notre territoire, c'est des grands débats entre nos meilleurs chercheurs et les citoyens, de manière à pouvoir confronter des points de vue qui aient des frictions créatives, on va dire. Donc je pense que ça va dans le sens un peu de ceci, qu'on ne soit pas justement sur un campus clos, quoi. Monsieur Hay. Oui, bonsoir, Thierry Hay, donc association du Cobati. Vous avez présenté sur les cartes, finalement, c'est un grand territoire. Vous avez relevé que c'était moins dense que peut-être d'autres concurrents, là, peut-être PACA ou Rhône-Alpes, que les Bretons du Finistère se plaignent de faire 3 heures de route. Comment vous allez en fait gérer ces distances dans les échanges, et peut-être que vos visites aux États-Unis et l'avance probablement qu'ils ont dans les échanges numériques vous apportent peut-être quand même des clés par rapport à cette contrainte? Très bien, excellente question, parce que je vous en remercie. D'abord, les distances sont relatives. À part Brest, qui est loin de tout, il faut le reconnaître, on est tous à 1 heure les uns des autres. Bon, vous allez à Paris, vous allez à l'autre bout de Paris, vous allez mettre le même temps. Donc c'est vraiment relatif. Deuxième élément, là, on va profiter du développement du campus numérique breton, qui a eu des subsides que nous n'avons pas eu ici, et qui est vraiment une autoroute de la communication, avec des salles de réalité virtuelle, des salles d'échange, dont on va pouvoir bénéficier. La région ici accompagne pour arriver à se mettre au niveau. Donc de moins en moins de déplacements, y compris pour les formations. Pas besoin de présentiel pour tout. Et puis une réflexion personnelle sur finalement le côté négatif de la structuration de nos régions, puisque l'on voit bien ici le TGV ou le LGV qui va rapprocher Paris de Brest. Très bien, mais est-ce qu'on n'aurait pas eu besoin depuis des années d'un TGV vertical? Mais ça, c'est parce que les régions n'étaient pas capables de travailler ensemble. Rennes, Nantes, Bordeaux, ça aurait de l'allure quand même. Voilà. Mais vous voyez la difficulté de travailler. Moi, j'y vais en voiture à Rennes aujourd'hui. C'est pas normal. C'est pas normal. On devrait facilement y aller en train, quoi. Mais donc, on prend ça en ligne de compte. Aujourd'hui, on travaille en visio 9 fois sur 10. Et puis, quand il y a besoin de présentiel, c'est pas la mer à boire, c'est 1h15 au petit matin, il n'y a personne. Ça se fait. Hein. C'est simplement pour Brest que c'est un peu plus loin pour tout. Voilà. Monsieur le recteur. Oui, Yann Miossec, vous avez fait une présentation enthousiaste et assez enthousiasmante du futur. On peut adhérer à votre présentation, qui ne souscrirait à l'idée qu'il faut quand même avancer. En revanche, j'ai lu les statuts de l'UBL. Un conseil d'administration à plus de 70 personnes et une déclinaison très à la française d'une, comment on dit, une usine à gaz, c'est pas nécessairement extrêmement enthousiasmant, ça. Et entre ce que vous dites et auquel on peut souscrire, et puis la réalité, il y a sûrement beaucoup de temps qui s'écoulera. D'autant que, deuxième constat, vous avez présenté une carte éclairante. La ligne, en gros, Lille, Toulouse. À droite, enfin à l'est, pardon. Je parle comme un géographe. Tout y est. À gauche, vous avez dit que c'était de la paupérisation. Je ne suis pas sûr que ce soit de la paupérisation. J'ai été recteur à Rennes et j'ai bien vu tous les investissements qu'on avait pu faire. En revanche, c'est dans le temps qu'il faut comprendre que ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Alors ça, c'est un... Donc, je suis aussi provocateur que vous de ce point de vue-là. Hein. Deuxième chose, les deux académies, des Pays de la Loire et de Bretagne, sont les deux meilleures académies françaises. Là où on a le meilleur taux de réussite au bac.
condition de ne pas faire de glose sur ce qu'est le baccalauréat aujourd'hui. En revanche, le premier cycle est celui où finalement nos étudiants ne vont pas. On en a un déficit. Autrement dit, votre présentation, elle est très riche pour la recherche et le rayonnement de nos universités. En revanche, on a un vrai problème qui est celui de la formation dans le premier cycle et la réponse qui est à apporter effectivement à cette sorte de déficit que certains considèrent d'ailleurs comme insupportable et que moi, je peux vous dire, en tant que puisque j'étais recteur à Rennes, si vous placez des gens à travers les centres de formation, ne serait-ce que d'apprentis, dans de vrais métiers, il n'y a pas de quoi rougir. Autrement dit, viser le plus haut, c'est très bien. Viser les alliances avec la Californie et autres, c'est très très bien. Mais essayons de nous regarder en face sur ce que nous sommes. Hein. Je ne partage pas votre point de vue sur la manière dont les Finistériens, dont je suis d'origine, voient les choses en Bretagne. Je sais. Bon. Quelques éléments. Dans les statuts, je ne sais pas quelle version vous avez mis. Celle du mois de mai, en gros, assez récente. Bon, donc le CA, c'est 48 personnes. Ah bah dites donc, vous avez fait des progrès, alors vous en avez enlevé... Non, ça a toujours été 48. Dans la version du 24 juillet 2014, c'était 40. Et il a fallu, pour que les établissements adhèrent, notamment les universités, monter à 48 pour qu'il y ait égalité entre les élus et les nommés. Et c'est pour cette raison qu'on est à 48. Mais on n'est jamais allé au-delà. En revanche, le conseil académique est beaucoup plus fourni. Parce que là, il y a des représentations, mais comme dans nos établissements. Dans une université aujourd'hui, il y a 30 membres. Nantes, c'est 30 membres. L'UBL, ici, c'est 48. Ça fait quand même un bel effort, il faut le reconnaître. Oui, vous pouvez le dire comme ça. Voilà, mais je peux le dire comme ça. Moi, je ne suis pas persuadé. Je crois que plus vous montez, plus il faut que le pouvoir, d'une certaine manière, soit tenu par une minorité d'individus. Mais bien sûr, démocratiquement porté par la base. Or, c'est dans les laboratoires de base que ça se passe. Et c'est aussi dans le poids des métropoles pour justement qu'il y ait une vraie synergie entre l'université, qui n'est pas un monde à part, hein, c'est pas Zinoviev et l'avenir est radieux, on avait parfois l'impression que c'était ça, hein, et puis au contraire, les réalités du terrain, et ça ne peut pas bouger en peu de temps. Hein. Il me semble que votre discours est intéressant, mais à certains moments, on s'est demandé s'il n'y avait pas une rupture avec le passé. Je ne crois pas qu'il y ait de rupture. Il y a beaucoup de choses qui sont en place et qui sont là depuis 10-15 ans. Jean Renard a été un des rédacteurs de je ne sais plus quel... Hein alors, ouais, si on a réussi à basculer rapidement, c'est parce qu'il y a eu tout ce travail de préparation. On est bien d'accord. Hein, j'ai jamais critiqué un instant ce qui a été fait par les prédécesseurs, y compris les échecs successifs récents, nous ont permis de tirer les leçons et d'aller de l'avant. Les presses, Université européenne de Bretagne ou UNAM, ont permis d'avoir un dialogue beaucoup plus structuré entre nous, avec les écoles par exemple. Hein, donc ce serait une faute de gommer ça, et je ne l'ai pas gommé, me semble-t-il. Hein. Donc CA 48, ça, il n'y a pas de... Bon. Paupérisation, c'est le CNRS, c'est l'INSERM qui le disent aujourd'hui, et ils nous disent d'ailleurs dans votre projet, si vous faites simplement la somme de vos forces, bah, c'est même pas la peine de candidater. Et on fait le même constat. Oui, bien sûr. C'est un rapport de force entre le centre et la périphérie. Oui. En bilan, il est évident qu'on reçoit moins à l'ouest qu'ailleurs. On l'a oui, vu au moment des LABEX, on a vu au moment des IBEX. Ça s'est mis en place à partir voilà. C'est une paupérisation relative. Hein. On peut jouer sur le terme. En tout cas, on est moins doté. C'est ça que je voulais lancer comme élément. Simplement sur les statuts, l'élection des représentants sera en mode direct. Vous imaginez ce que ça veut dire avec le nombre d'électeurs. C'est un vrai choix de manière à ce qu'on puisse s'y reconnaître et que ce ne soit pas comme les presses où finalement personne ne savait ce qui s'y passait au sein des établissements. Après, bon, sur le taux de réussite au bac, je ne vais pas présenter ceci. On est effectivement les deux régions qui sont en tête. Déficit d'insertion dans l'enseignement supérieur, ça c'est une réalité. Sur l'action, je ne l'ai pas détaillé aussi, sur l'action d'IDEX, il y a des leviers pour modifier ceci. Ça fait partie du profil, c'est-à-dire que quand on a présenté le projet, déposé, il y avait atouts, inconvénients, opportunités, faiblesses. On a mis en avant ceci de manière à voir comment le corriger de cette manière. En tout cas, les deux académies travaillent bien, les deux recteurs sont en prise avec le sujet aujourd'hui. Pour ce qui est du Finistérien, je ne suis pas Finistérien, mais puisque vous êtes Finistérien, vous avez bien remarqué que j'avais un nom breton et que je connais bien le territoire.
Alors, il y a une Oui. question dans le fond Oui, j'ai- d'un nouveau membre du Conseil, Oui, me voilà, semble-t-il. J'ai une question, deux réflexions et questions en même temps. Oui, Michel Gellard, donc je suis nouveau membre du Conseil de développement, psychologue et sociologue de formation. Vous avez expliqué très bien qu'effectivement on était passé d'une époque du saupoudrage où chacun recevait, alors selon des critères, bon, peu importe. Ça permettait à chacun, au fond, ça avait quelques avantages, mais malgré tout, ça permettait à chacun de se développer à son rythme. Ça avait beaucoup d'inconvénients, vous en avez évoqué quelques-uns. Le nouveau système qui est mis en place, évidemment, concentre sur des projets les moyens, les ressources, les efforts, etc. Ça met en place en même temps un système concurrentiel. Alors la concurrence, c'est toujours stimulant, mais dans la concurrence, il n'y a pas toujours que des gagnants. Donc, voilà, hein, vous avez expliqué d'ailleurs que dans le dispositif actuel, il y aurait 3 grands projets qui seraient gagnants, les autres, voilà. Ça, c'est une première remarque. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Qu'est-ce que ça amène comme réflexion? Deuxième remarque et question. Au fond, vous avez, avec beaucoup de volontarisme, expliqué quel était votre projet. Alors on peut y souscrire, c'est assez motivant, etc. En même temps, moi ce que j'aimerais et c'est normal que vous le présentiez de manière très positive, même si c'est pas à nous qu'il faut le vendre, vous nous l'expliquez. Et donc justement, pour compléter votre présentation, est-ce que vous pouvez nous expliquer quand même, au fond, quels sont, de votre point de vue, les freins? Où sont les freins? Où sont les risques? Les atouts, vous les avez expliqués. Très bien. Où sont les freins malgré tout? Est-ce qu'ils sont d'ordre institutionnel? Est-ce qu'ils sont d'ordre politique éventuellement? Petite parenthèse d'ailleurs, est-ce que la forme de cohérence politique qu'il y a dans la région a favorisé ou pas la mise en place de cette nouvelle structure? Voilà un peu les différentes remarques, les questions. Merci. Alors, on a connu une sorte de saupoudrage, une époque d'aménagement du territoire. Je pense notamment aux IUT, qui ont été répartis sur l'ensemble du territoire. C'est un constat simplement, mais on a vraiment des structures qui sont vraiment isolées aujourd'hui. La dynamique qui est aujourd'hui poussée par ce gouvernement comme précédente mandature vise à poursuivre le fait de mettre des moyens là où il y a l'ambition, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Pour autant, il y a des non-dits. C'est-à-dire que là, je vous ai présenté la démarche d'IDEX. Sur les 3,1 milliards, il y a 2 milliards pour les IDEX, c'est-à-dire 3 ou 4. Et il y a 1 milliard pour ce qu'on appelle les ICIT, c'est-à-dire lorsqu'il y a moins de performance en termes de recherche notamment, mais qu'il y a un lien plus fort, par exemple avec l'entreprise, il va y avoir des candidatures de manière à répartir, sans le dire, c'est l'excellence, la compétition, mais finalement, il va y avoir les IDEX et ailleurs, ce seront des ICIT. Un peu moins d'argent, mais il y aura une récompense de la même manière. Donc, c'est pas la mauvaise qualité de la recherche qui est mise en avant avec un ICIT, c'est le fait que la puissance globale de la recherche ne recouvre pas tous les champs. Dans certains domaines en ICIT, on va être davantage sur numérique, santé, point. Ou certains vont dire, nous, on présente un projet ICIT à Paris, c'est uniquement sciences humaines et sociales. Voilà un ICIT. Donc il y a un phénomène de compensation et il y a encore un troisième phénomène de régionalisation d'une partie du budget du PIA donné à l'appréciation des régions. On ne sait pas trop comment ça se passait pour avoir un effet compensatoire. Donc ça se fait sans le dire. Voilà. Mais au final, quand on regarde une carte de France avec tout ce qui a été ventilé, si ce n'est qu'on veut avoir cette reconnaissance, il y a quand même une répartition qui se fait sur l'ensemble des sites, mais pas forcément à Redon. Il n'y a pas que les nouveaux à poser des questions. Donc Oui, bonsoir. Oui, il y avait la cohérence politique. Oui, c'est sûr que oui. Bah, d'abord, le premier frein, c'est l'adhésion des personnels des établissements. Alors ça, c'est pas un scoop, c'est dans tout projet, il y a rejet. Comment faire comprendre qu'un personnel ne va pas devenir personnel de l'UBL, qu'il ne va pas devoir déménager, que son quotidien ne va pas forcément changer. Et je pense autant à celui qui prépare un amphithéâtre, que celui qui est à la paillasse, que celui qui fait cours, ou celui qui est
administrateur. Donc c'est la perfusion au sein de l'établissement qui est le plus difficile en termes d'explication du modèle pour comprendre pourquoi on le fait, quels sont les enjeux et avoir cette adhésion. Donc ça, c'est vraiment un enjeu pour que chacun se retrouve aussi dans les instances. Ça, c'est bon. Après, ça fait écho à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est être capable de se faire confiance les uns les autres. Je prends le pilotage de l'IDEX, vous avez vu le nombre d'établissements, eh bien le pilotage, il va s'opérer par 3 universités, 2 écoles, 5 organismes. Point. Donc là, on arrive à focaliser la gouvernance en se faisant confiance de manière à ce que tout le monde ne fasse pas tout. Sinon, on n'avance pas. Donc c'est vraiment pour montrer qu'on arrive à vraiment à définir des gouvernances qui sont compréhensibles. Mais bon, le principal frein, c'est faire comprendre au jury que notre territoire, même s'il est vaste, on peut vraiment le développer. Deuxièmement, l'adhésion des personnels au sein des établissements. On a fait ce qu'il faut, ça a été plus fort à Brest et à Nantes en termes de dialogue auprès des personnels, des amphis, des espaces de concertation, des commissions. On n'a pas arrêté, mais ça suffit jamais. Jamais. Hein, mais je pense que c'est ça le principal frein. Frein politique, je ne l'identifie pas. Oui. Bonsoir, Anthony Maisonneuve. J'avais une question qui portait plus particulièrement sur l'innovation. Aujourd'hui, l'université est en lien avec des grands comptes, j'ai cru comprendre, j'ai cru voir. Et il existe des réseaux internationaux de l'innovation qui regroupent et grands comptes, et pôles de recherche, et collectivités, et investisseurs. Et je voulais savoir quel regard vous portiez justement sur ces fonds d'investissement des grands comptes qui viennent travailler avec les pôles de recherche, et quelles sont pour vous les attentes que vous pouvez avoir par rapport à ces fonds d'investissement, et sont les critères objectifs que vous avez labellisés pour introduire ou pas des partenaires donc internationaux, des grands comptes internationaux au sein de l'université. Alors d'abord, c'est quelque chose qui a changé quand même en quelques années. Je prends un exemple, ça vaut ce que ça vaut. Hein. Mais il y a 3 ans, il y avait un chargé de mission valorisation transfert. Il n'y avait pas de structuration de service pour le faire. Aujourd'hui, il y a 3 vice-présidents qui ont ça dans leur portefeuille à des degrés divers. Il y a un service qui s'occupe de ça. Donc c'est pour montrer qu'on s'est mis en ordre de marche, on s'est professionnalisé pour répondre à ces enjeux. Alors après, il y a mis en place des conseils de perfectionnement sur toutes les formations. C'était l'année dernière, de manière à ce qu'on ait aussi un œil extérieur sur nos formations, qu'elles soient en adéquation avec aussi les besoins. Et donc là, vous avez des entreprises qui, dans le bâtiment, par exemple, soutiennent la filière. Je parlais de Saint-Nazaire tout à l'heure. Enfin, sur la fondation, on est en train de refonder la fondation. Hein, donc là, on est en train de tâter le terrain, savoir comment on peut être soutenu sur ce que l'on fait. Ce qui me paraît important, c'est qu'on garde nos missions de service public et que l'orientation de notre recherche, nos formations, ne soit pas guidée par un grand compte. J'ai vu, je reprends Phoenix, Intel, le centre mondial s'est installé, on voit Intel partout. En 2 jours et demi, j'ai eu 31 rendez-vous, j'ai vu 5 personnes d'Intel. Donc là, on peut se poser certaines questions sur la liberté académique. Hein, et ça, moi, je défends ça. Je pense qu'on peut trouver un bon équilibre entre le soutien sur des actions qui ont du sens, pour autant garder notre spécificité et les valeurs que je perçois véritablement. On a eu les journées portes ouvertes, je peux vous dire que les personnels, quel que soit leur niveau, quel que soit leur statut, quel que soit leur grade, leur fonction, sont fiers de présenter ce qu'ils font. Je ne sais pas si on trouve ça partout, c'est ça qu'il faut continuer à porter. Donc des grands comptes, oui, pour certaines zones, mais avec les valeurs que je présente à l'instant. Je ne sais pas si ça répond précisément, mais voilà. Brice Giraudet. Bonsoir tout le monde. Moi j'avais une question, plusieurs questions du coup, et qui vont un peu provoquer peut-être le débat sur certaines thématiques, et plus pas forcément sur ce que vous nous avez présenté, et qui
montre l'image vers laquelle veut tendre les différentes universités du Pays de la Loire-Bretagne pour avoir un rayonnement au niveau international, mais plus sur des questions qui vont, je dirais, concerner les usagers, donc les étudiants et les salariés. D'une part, c'est quid de la réelle mobilité, parce que tout à l'heure, on vous entendait parler de la visioconférence ou autre. C'est des choses qui ont été faites et qui sont toujours faites aujourd'hui. Par exemple, je prends l'exemple à Nantes de la PACES où il y a des cours qui sont en visioconférence, mais il y a quand même le côté, pour l'étudiant, il est près du professeur et il peut poser les questions. Ceci a été fait aussi au Mans, entre Le Mans et Angers, et on voit que la réussite des étudiants au Mans par rapport à cela était quand même en berne par rapport à ce qu'il pouvait y avoir à Angers. La première année, si, peut-être qu'il y a eu une amélioration, mais sauf qu'il y a quand même cette question-là du contact entre le professeur, le corps professoral et l'étudiant. Après, il y a je dirais vous y avez après sur la question des salariés à moitié répondu, parce que sur la question du fait qu'ils devront peut-être potentiellement déménager ou autre, je pense notamment à toute la question qu'il y a par rapport à leur lieu de travail ou autre, quelles conséquences ils vont y avoir, est-ce qu'il ne va pas y avoir non plus par rapport à eux, et on connaît aujourd'hui, il y a une grande question qui est posée au niveau des différents CHSCT sur les conditions de travail qu'il va y avoir, est-ce qu'il y a sur toute cette pression-là. Après, sur la mobilité, il y a un autre problème, et que je pointe parfois au niveau du Césaire, c'est sur les transports. Parce qu'aujourd'hui, quand on a un étudiant, ce qu'on peut voir, c'est que comme vous l'avez dit, il n'y a pas de ligne TGV haute et c'est le TER. Mais la politique qui est faite par la région de Pays de la Loire par rapport à cela n'est pas du tout la même offre que la région de Bretagne. Après, qu'on soit à Nantes, qu'on soit à Rennes, qu'on soit au Mans, il n'y a pas d'uniformisation au niveau du coût des transports. Donc cette question-là, la question des logements, et aujourd'hui on voit qu'un grand nombre d'étudiants sont obligés d'être logés dans un parc privé. Donc la question du coût, c'est des différents logements qui doivent être construits par rapport à ça. On voit qu'il y a un sacré déficit. Et je reviendrai sur autre chose, mais c'est un peu pour rebondir sur le CA, sur 48 personnes. Je ne pense pas que ça soit forcément quelque chose de choquant. On voit aujourd'hui qu'un président d'université ne peut pas gérer sans la base et qu'il y ait vraiment une minorité qui le soit. Je pense que c'est important qu'il y ait vraiment un pluralisme par rapport à cela, et qui plus est, on voit qu'il y a quand même un grand nombre d'entités qui souhaitent rejoindre l'UBL. Par contre, moi, la question que je pose, c'est sur autre chose. C'est qu'est-ce que va devenir l'UBL d'ici 20 ans? Est-ce que ça ne va pas être plutôt un axe Nantes-Rennes qui va être développé au détriment dans quelques années de certaines facs? Parce que je suis d'accord, Nantes aura une voix, Rennes aura une voix, Le Mans aura une voix, mais est-ce que globalement la voix de Nantes pesera la même chose que celle du Mans aujourd'hui ou que celle de Laval? Ça, je pense qu'on peut avoir des questions par rapport à cela. Et dernière chose, qui gérera les licences du coup? Est-ce que ça sera toujours l'État ou est-ce que ça sera l'UBL qui pourra elle-même choisir quel contenu, etc. Et est-ce qu'on n'a pas un risque sur certains sites délocalisés, par exemple, je vais prendre Le Mans parce que c'est un exemple, je pense assez simple, de risque d'avoir que des licences pro qui soient faites, et peut-être un jour, mais là c'est un peu sur le ton de l'humour, est-ce qu'on n'a pas un risque d'avoir par exemple la licence MMA là-bas? Voilà, c'était différentes questions, mais c'est de l'humour. Mais je vous remercie. C'est de l'humour. Bon, il y a beaucoup de points. Effectivement, il y a les étudiants salariés. 25% des étudiants sont obligés de travailler, et c'est pas forcément un gage de réussite. Vous le savez bien, vous le défendez. Et il y a aussi des salariés étudiants. Et là, par rapport à d'autres pays d'Europe, on est vraiment en deçà des pays d'Europe du Nord où il y a 50% de salariés étudiants. Là, je parlais du rebond. Collez bien le micro. Parce qu'il y a... Oui, pardon. Sur les moyens techniques, là l'exemple de la PACES, la première année commune des études en santé. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une formation à Angers et on duplique l'écran, ça s'appelle du streaming, au Mans. Ils étaient 70 la première année, 120 la deuxième année, ils avaient de meilleurs résultats. Mais peu importe, mais c'est pas ça le numérique. Il faut diversifier les modèles pédagogiques, il faut diversifier en fonction de ce que l'on apprend. Dans 20 ans, est-ce que l'on sera, je suis provocateur, fondé, nous, à enseigner le fondamental? On reprend la PACES, c'est mon domaine. Est-ce que c'est judicieux aujourd'hui d'avoir des étudiants dans un amphi pour leur apprendre l'anatomie? À la craie.
ça n'a pas d'allure. Aujourd'hui, on a les moyens d'avoir l'anatomie en 3 dimensions dans tous les sens, ça s'apprend beaucoup mieux. Est-ce qu'on doit apprendre le fondamental? Il y a beaucoup de choses qui évoluent de cette manière-là. Je suis un peu provoque, mais je pense qu'on peut se poser ces questions-là. Il y a des choses qui sont en présentiel, des choses qui ne le sont pas. Il faut varier. C'est pas tout l'un ou tout l'autre. Donc c'est ça, l'exemple de l'Université Laval est très bon de ce point de vue-là. Il y a des temps à distance et des temps en présentiel. Alors après, on travaille, et j'ai rendez-vous avec la région prochainement, comme j'ai eu plusieurs échanges avec le directeur du CNUS, comme les métropoles sont prêtes à le faire, travailler pour avoir des facilités de transport, de logement, des choses de tous les jours, je dis de la physiologie, c'est-à-dire le gîte et le couvert, de manière à ce que ce soit harmonisé, accompagné, et que ce ne soit pas un surcoût, on doit pouvoir le faire. Mais on ne peut pas le faire tout seul. Donc ça, moi, je travaille là-dessus pour que ce soit au bénéfice de l'étudiant, que ce ne soit pas un surcoût. Après, sur l'UBL dans 20 ans, moi, je pense qu'il faudra, dès aujourd'hui, et c'est marqué dans les statuts, acter et profondément ce modèle fédéral. C'est le modèle qu'on retrouve partout dans le monde et qui marche. La loi porte en ses germes une préfusion, et on n'en veut pas, parce que c'est pas du tout adapté. C'est pas du tout adapté. Quel est l'intérêt pour Nantes et Rennes d'avoir les laboratoires, les formations? Est-ce qu'on va enlever la mer à Brest? Est-ce qu'on va enlever le numérique au Mans? Est-ce qu'on va enlever le végétal à Angers? Personne n'a intérêt du tout à faire quoi que ce soit de cette nature. Enfin, on est tous d'accord là-dessus, c'est une erreur colossale. Je comprends que ça puisse être interprété comme ça. Au début, c'était comme ça. Voilà, c'est Nantes et Rennes qui vont tout prendre et puis les autres n'auront rien. Aujourd'hui, on n'est pas du tout comme ça. Je prenais l'exemple de la répartition des écoles doctorales. On voit bien que le climat n'est pas du tout dans ce sens-là. Après, les hommes sont les hommes. Et ça, quel que soit le projet humain, c'est dépendant. Mais ce n'est pas du tout ce que l'on présente. Donc, pas de licence pro. Enfin, personne ne le porte aujourd'hui et ce n'est pas crédible, à mon sens. Ok, Alain Grand-Guillou, oui. Je voudrais vous poser 2 questions, peut-être qui seraient la suite de ce que, par vos conclusions sur le modèle fédéral. La première, c'est que l'Europe a mis en place depuis 3 plans, donc depuis une quinzaine d'années, des collaborations entre universités. Entre autres, par exemple, pour Brest, c'était la mer, etc. Il y avait des collaborations avec une série de petites universités. Et lorsque j'ai regardé ce projet, je ne les ai pas retrouvés. Et ma deuxième question, c'est est-ce qu'il y aura, justement par rapport au modèle fédéral, comment il va y avoir une continuité entre les partenariats qu'il y avait précédemment par université, donc si j'ai bien observé les choses, et ce qui va se passer avec l'ULB. Alors, je vais vous poser une deuxième question. J'ai regardé, je m'intéresse à la mer et je suis venu par les énergies marines à observer ça. Surtout le site des ambassades de France qui font le bilan de la recherche et le développement là, toutes les semaines. Or, j'ai constaté, franchement, je n'ai pas compris quelque chose. J'ai l'impression qu'il y a déjà, avant qu'on ait mis en place ces nouveaux pôles universitaires, il y a déjà un peu une compétitivité entre, par exemple, ce qui peut se passer entre Brest et les Pays de la Loire et ce qui va se passer avec PACA. Alors, je voudrais savoir si vous avez, je suppose que vous allez dans des réunions à Paris où tout le monde se retrouve autour de la même table. Je me pose la question s'il n'y a pas un abandon un peu de la recherche autour de tout ce qui concerne la mer à venir, puisque je constate que les budgets tels que je les vois après sont vraiment inférieurs entre ce qui se passe par exemple entre l'Allemagne et la Norvège, les Pays-Bas et l'Écosse. Enfin, il y a vraiment des différences sur certains secteurs. Donc, est-ce que vous avez eu une observation sur la recherche autour de la mer? Et est-ce qu'il n'y a pas un manque de moyens à terme, puisqu'il semblerait qu'il n'y a pas un centre réellement de recherche maritime, halieutique et autres problèmes
des fonds marins. Petite parenthèse d'ailleurs pour terminer, sur les TAP, on s'aperçoit sur les territoires enfin tout ce qui concerne les océans, etc., il y a une réelle diminution puisqu'on n'est plus capable d'emmener un navire scientifique par nos propres moyens, pour l'Antarctique, etc. Alors sur la structuration, on se plaint tous du millefeuille, enseignement supérieur à la recherche. Il y a eu une incitation à faire des pôles de recherche et d'enseignement supérieur. J'ai parlé de l'Université européenne de Bretagne et de l'UNAM, l'Université Nantes-Angers-Le Mans. Donc ces deux structures vont s'arrêter dès lors que l'UBL va s'ouvrir. Donc on enlève deux structures pour une troisième qui va se naître. J'ai été président du réseau universitaire Ouest-Atlantique que Yann Tanguy avait mis en place. J'ai été président à une condition, c'est qu'à l'unanimité, on vote la fin de ce réseau. C'est pas très populaire, mais on était tous d'accord pour le faire, pour simplifier le paysage. Donc ce qui a été mis en avant au niveau européen, ça a été mis en avant à une époque. Aujourd'hui, on essaie de petit à petit de simplifier. On a des structurations de fédérations de recherche dans tous les domaines. Est-ce que nos départements sur l'UBL, à terme, ne seraient pas un moyen de simplifier de la même manière? Donc on a cet objectif. C'est beaucoup plus simple de complexifier et c'est beaucoup plus complexe de simplifier. Donc ça, on essaie de simplifier. Sur la partie fédérale, je prends un exemple international, justement avec l'Université Laval, qui a une vraie puissance dans le domaine du numérique, y compris dans l'usage du numérique, et le quartier Saint-Roch, c'est pas tout à fait en écho avec le quartier de la création, mais ça pourrait. Et puis la partie bretonne, surtout rennaise, est peut-être plus forte en technologie, et on est un peu plus fort en usage. Eh bien, l'Université Laval ne savait pas comment travailler. On était en vraie concurrence, donc il y avait un congrès qui était organisé au mois de septembre à Rennes et au mois d'octobre à Nantes. C'est ce qui est arrivé avec Digital Intelligence au mois de septembre et juste après à Rennes. Est-ce que c'est vraiment bien ou intelligent? Ça n'a pas d'allure, comme on dit au Québec. Donc, nous allons garder Rennes 1, Rennes 2, Nantes, la même collaboration avec l'Université Laval, mais on va avoir un faisceau qui va être cohérent. Mais on n'a pas à couper des branches de collaboration qui existent aujourd'hui. Ça n'a pas d'intérêt. En revanche, l'UBL va choisir des collaborations, des partenariats stratégiques internationaux qui vont avoir peut-être une caractéristique particulière, par exemple dans le domaine de la mer. Alors au niveau de la mer, je ne connais pas les budgets de soutien pour la Calypso ou autre. En revanche, ce que je sais, c'est que les structurations qui se font... Non, mais c'était une boutade par rapport à... Voilà. C'était un petit clin d'œil avec l'actualité du week-end. Ce que je sais, c'est que la structuration scientifique, par exemple avec l'Institut universitaire européen de la mer, l'Institut universitaire mer et littoral, vont travailler ensemble sur le département. Ce qui n'était pas encore le cas il y a quelques années, si on peut dire par là, et qui ne coordonnaient pas leur activité. Le LabEx Mer va être dans le même espace. Aujourd'hui, j'ai reçu un courrier qui a été signé entre le Premier ministre français et québécois sur une structuration, un institut de la mer Laval-Québec. C'est le président de l'Université de Bretagne occidentale qui a mandat au nom de l'ensemble des établissements, on est une dizaine, pour développer ceci. Au niveau européen, on travaille sur un KIC dans le domaine de la mer. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais des domaines focalisés sur certaines thématiques portés par quelques établissements au niveau européen. On le fait sur la technologie avancée de production avec l'IRT, on le fait aussi sur le domaine de la mer. Donc tout ce maillage de liens entre les établissements a lieu, se fait. Et on le structure davantage au niveau local. Bien sûr, bien sûr. Il est 8h moins 5, donc je vais faire juste la dernière, parce qu'en général, on a l'habitude de terminer à 8h. Oui. Il y a une partie de la question de Johan Gaillard à laquelle vous n'avez pas répondu, sur la question de l'open data, et de la libération des données de l'université. Alors, je sais qu'il y a des problèmes de propriété, c'est très très compliqué, mais il y a beaucoup de données à l'université. Est-ce qu'il y a une réflexion à l'université sur la libération de ces données, en tout cas la libération d'une partie de ces données ?
je ne sais pas si c'est une réflexion de l'université, c'est l'open data de toutes les données. Et celles de l'université feront partie de l'ensemble des données qui sera partagée. On est entre deux vents contraires. La sécurisation, avec des laboratoires qui aujourd'hui vont nous imposer de montrer notre carte d'identité génétique bientôt, j'exagère, hein, pour pouvoir rentrer. On ne peut pas accueillir des doctorants parce qu'il faut 2 mois pour montrer patte blanche, surtout s'ils viennent de Chine. Donc des tentatives de repli par rapport à la concurrence, et à côté de ça, par Internet et le numérique, tout est ouvert. Donc on essaie de se situer de cette manière-là. Aujourd'hui, il n'y a pas de position de l'établissement en disant on va tout ouvrir ou tout donner. Les données scientifiques, elles appartiennent aux structures, elles appartiennent aux structures. Ou alors, là, du coup, on se tire une balle dans le pied si on donne nos données avant les publications, avant les brevets, avant la gestion de la propriété intellectuelle. Ah oui, bah aujourd'hui, vous avez des revues qui sont ouvertes. C'est quand même un paradoxe. Ah, de plus en plus quand même. Hein. Aujourd'hui, c'est un paradoxe. Vous payez pour faire de la recherche. Hein, les organismes payent. Et en plus, vous payez pour publier. C'est quand même pas normal. Hein, voilà. Et vous payez très cher pour publier. Des centaines de milliers d'euros pour publier. C'est quand même le monde à l'envers. Et ça évolue parce que c'est plus possible. C'est juste plus possible. Bon. Ok, bon, je crois qu'on va conclure notre soirée là. Encore une fois, ce que je retiens, c'est qu'il y a une ambition très importante portée dans l'affichage. En tout cas, j'ai bien compris que les choses ne pouvaient pas se faire du jour au lendemain. Mais on est face à une échéance qui est celle en particulier de ce nouveau programme d'investissement d'avenir. Et donc, on a bien compris que vous étiez là pour qu'on vous soutienne. Et je peux vous assurer qu'avec nos modestes moyens, on est derrière vous. Et on espère effectivement que les résultats de ce deuxième tour des investissements d'avenir seront plus favorables à cette diagonale ouest, à cette partie ouest de la diagonale. On vous souhaite donc de réussir votre examen devant ce grand jury le 20 avril prochain. Et merci de nous faire savoir quels seront les résultats obtenus. Merci beaucoup, en tout cas, les résultats définitifs en fin d'année.